Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Bonjour à tous. Oui, je sais, cette chaîne est restée silencieuse pendant un bon moment. Mais aujourd'hui, je suis de retour avec un tout nouvel iceberg consacré à Inazuma Eleven. Et ce, à l'occasion de la sortie de Victory Road. Enfin, ça devait être le cas avant qu'on se prenne cette giga clim. Du coup, ça sera pour l'anniversaire de la licence. Donc si vous me connaissez pas encore, ce n'est pas un souci. On va apprendre à se connaître au fil de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un iceberg? Pour ceux qui débarquent ici sans trop savoir de quoi il s'agit, le concept est simple. On classe un certain nombre d'informations autour d'un thème, ici Inazuma Eleven, selon leur degré de notoriété. Comme un iceberg, où seule une petite partie est visible à la surface. La majorité reste cachée sous l'eau. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir des faits méconnus, parfois sombres, souvent surprenants, qui composent l'univers de cette licence. J'avais déjà réalisé une vidéo iceberg il y a un peu plus de 4 ans, mais je la trouve aujourd'hui complètement incomplète. Donc pas de panique si vous ne l'avez pas vue, on va reprendre beaucoup de ces éléments et l'enrichir avec plein de nouvelles informations. Vu la richesse de ce contenu, cette vidéo sera découpée en chapitres. Libre à vous de la regarder d'une traite, en plusieurs fois, ou même en accéléré si vous préférez. Je tiens aussi à remercier tous les créateurs d'iceberg déjà produits sur la licence qui m'ont énormément aidé dans mes recherches et que je tiens très particulièrement à créditer. Leurs vidéos seront en description, ils ne sont pas francophones, mais si vous avez quelques bases en anglais ou en espagnol, ça devrait le faire. Et au pire, vous avez toujours les sous-titres automatiques pour vous aider. Sachez par ailleurs que cette vidéo contient des sous-titres, ça pourra toujours vous aider à suivre si vous voulez. Et c'est aussi là pour peut-être attirer un autre public, même si cet iceberg possède beaucoup de choses exclusives à la francophonie. Mais pas que. Je tâcherai de les expliquer au mieux. Alors vous êtes prêts? Le voyage au cœur d'Inazuma Eleven commence maintenant. Ce jeu est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes, des groupes ou des événements réels serait purement fortuite. Les techniques et les entraînements visibles dans le jeu sont imaginaires, n'essayez pas de les reproduire. Ce message, vous l'avez probablement déjà lu si vous avez joué à Inazuma Eleven. À vrai dire, vous le connaissez peut-être même par cœur. Pourtant, vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie réellement de ne pas respecter cette règle? Inazuma Eleven est à la base une franchise multimédia, avec un esprit très shonen, axé sur l'aventure, le dépassement de soi et l'amitié. Mais parfois, l'anime pousse l'exagération assez loin. Prenons un exemple emblématique, l'entraînement iconique de Mark Evans, où il doit arrêter un pneu lancé à pleine vitesse. Alors, je vous pose la question. Qui, étant enfant, n'a jamais eu envie d'essayer ce genre de truc pour devenir le meilleur gardien de but? Perso, c'était mon cas, et c'est évidemment une très mauvaise idée. Heureusement, si vous aurez voulu essayer, il est très probable qu'un adulte responsable vous aurait empêché de faire ce genre de bêtises. Mais justement, qu'est-ce qui nous dit qu'aucun enfant ne s'est blessé en essayant de reproduire une super technique en entraînement vu dans la série? Malgré le message clair affiché au début du jeu, il expose parfois ses jeunes spectateurs à des idées potentiellement dangereuses. Surtout s'ils prennent tout au premier degré. C'est aujourd'hui quelque chose d'assez connu, que tout le monde ou presque sait, mais saviez-vous qu'Inazuma Eleven a eu le droit à une localisation complète en Europe? L'intégralité des personnages, à quelques exceptions près, ont été renommés, avec des noms plus occidentaux. Par exemple, le personnage principal, Mark Evans, s'appelle en réalité Endo Mamoru dans la version japonaise. Aujourd'hui, on connaît principalement ces deux localisations majeures à travers le monde, la version japonaise et la version européenne. Mais vous verrez un peu plus tard dans cet iceberg qu'il en existe peut-être bien plus que deux. Et salut à tous, c'est Le Gamer, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'Inazuma, donc je sais que ça fait pas mal de temps, mais je reviens sur des recrutements d'Inazuma Eleven, Go, Chronostones, Brasier et Tonnerre, comme vous les aimez.
Ce genre de vidéo, c'est personnellement toute mon enfance. Galérer à obtenir l'objet précis pour recruter un personnage, chercher chaque photo pour débloquer Flora dans Inazuma Eleven Go Chronostone, ou encore tenter de réunir les 50 maillots pour avoir tes scats, je pense que vous aussi, à vos heures perdues, vous avez consommé ce genre de contenu. On peut pas vraiment citer de chaîne en particulier, c'était quelque chose fait par énormément de personnes, mais il y avait notamment beaucoup de vidéos de jeunes joueurs qui aidaient les autres. C'est aujourd'hui, je pense, l'une des plus belles façons de montrer le communautarisme de ces vidéos. Je n'ai pas énormément de choses à dire de plus sur ce sujet, mais j'espère au moins que ça aura fait remonter des souvenirs à certains d'entre vous. Salut, c'est Smash Super pour une nouvelle vidéo. Voilà enfin Inazuma Eleven Strikers. Coucou, c'est Emma pour une vidéo de Inazuma Eleven Strikers, premier du nom. Ce sera aussi peut-être la dernière, vous allez vite comprendre. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano et la puce qui est vers là-bas, qui est en train de jouer à Lego Harry Potter année 5 à 7. Dis bonjour. Si je vous dis Romano, Smash Super ou encore Emma Eleven, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Même si aujourd'hui la communauté a beaucoup évolué, c'est à l'époque de la première étincelle d'Inazuma qu'on pouvait découvrir ses créateurs. Pour beaucoup, ils sont désormais considérés comme de véritables légendes de la communauté francophone, car ils en faisaient partie dès le début. Peut-être que comme moi, plus jeune, vous avez passé des heures à regarder des vidéos Inazuma Eleven Strikers de Smash Super, les Kaminari Challenge d'Emma Eleven, des vidéos spéciales incluant un challenge de difficulté dans les routes des équipes niveau 99 de Go Chronostone et Galaxy, ou encore le Let's Play d'Inazuma Eleven 2 de Romano. Aujourd'hui, ses créateurs sont un peu plus discrets. Emma Eleven, désormais connu sous le nom de AST, a mis fin à son activité peu après l'arrivée de la loi COPPA sur YouTube. Il ne prévoit pas de revenir, mais reste actif sur X et possède encore un serveur Discord. Smash Super s'appelle maintenant Oreo Unijambiste et n'a plus produit de contenu depuis un peu plus de 3 ans. À ce jour, difficile de savoir s'il reste actif quelque part. En tout cas, je n'en ai pas l'information. Romano, quant à lui, continue toujours son aventure dans le multigaming. Il a même eu l'occasion de jouer à la version bêta-test de Inazuma Eleven Victory Road récemment. En tout cas, une chose est sûre, ils ont marqué toute une génération de fans d'Inazuma Eleven. Occulte, c'est pour moi la première chose qui vient en tête quand on cherche un aspect un peu effrayant ou mystérieux dans Inazuma Eleven. Cette équipe a clairement une esthétique du secret, des tenues sombres, une aura étrange, et surtout leur fameuse hypnose collective utilisée via leur super tactique. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on découvre la première fois dans la licence une super tactique, le blocage spectral. Encore aujourd'hui, des personnages comme Talisman ou Masque intriguent énormément. Leur comportement froid et leur anonymat laissent place à beaucoup d'interprétations. Mais vous verrez, un peu plus tard dans la vidéo, qu'on pourra enfin lever le voile sur l'identité de certains d'entre eux. Les personnages scouts, c'est clairement un élément qui, je pense, va encore une fois réveiller des souvenirs chez pas mal d'entre vous. Comme vous le savez, les jeux Inazuma Eleven sont connus pour leur immense casting de personnages à recruter. On parle de plus de 5200 joueurs prévus rien que dans Victory Road. Parmi eux, on retrouve ce qu'on appelle des scouts, des personnages secondaires, souvent originaux, parfois complètement absurdes, et chacun avec un thème bien à lui. Par exemple, vous pouvez recruter des joueurs inspirés des Power Rangers, un autre clairement basé sur Kakashi Hatake de Naruto, ou encore des persos à l'allure improbable ou carrément non humanoïdes. Certains scouts ont marqué la communauté, comme Sagi, devenu un attaquant vedette dans de nombreuses équipes créées par les joueurs. D'ailleurs, petit fun fact, il apparaît dans le tout premier ending de l'anime. Mais il y a aussi Tom Skipper, le joueur emblématique d'Okinawa, qu'on retrouve souvent dans les formations de certains joueurs. Mais attention, les choses deviennent vraiment étranges à mesure qu'on explore les profondeurs du système de joueurs. Certains personnages ne ressemblent plus à des humains. Vous pouvez par exemple jouer avec Spotter, le chien d'Arion, un daim de Nara, oui, c'est pas une blague, ou même avec l'ouragan Zeta. Et si vous vous amusez à fouiller les index dans les jeux, vous verrez que certains designs sont franchement dérangeants. Certains n'ont clairement pas été gâtés par la nature et on se demande parfois comment ils ont pu être validés par les développeurs. Mais on n'a pas fini d'en parler. Plusieurs scouts très particuliers feront l'objet de segments plus poussés dans les couches les plus profondes de cet iceberg. Inazuma Eleven 1, 2, 3 est une sorte de gros remaster des 3 premiers jeux principaux sous toutes ses versions sorties sur Nintendo 3DS. Il reste assez méconnu du grand public, notamment des fans plus occasionnels, car il n'est jamais sorti officiellement en Europe. Dans cette version, vous pouvez rejouer à l'intégralité des 3 jeux originaux, mais avec une refonte graphique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce remaster a tout de même connu une sortie partielle en Europe. Inazuma Eleven 3, à l'origine sur DS au Japon, a bien été édité sur 3DS chez nous. Et la version remasterisée de Inazuma Eleven 1 a été rendue disponible dans le monde entier via le Nintendo eShop européen, sous le simple nom de Inazuma Eleven.
En revanche, la version améliorée de Inazuma Eleven 2, avec ses améliorations visuelles, reste exclusive au Japon. C'est la seule partie de la compilation qui n'a techniquement jamais franchi les frontières. Inazuma Eleven Dream Match est un épisode spécial de l'anime qui n'a jamais été diffusé en dehors du Japon. Il s'agit d'un bonus non canon diffusé après la fin de Inazuma Eleven Go Galaxy et qui fait office de cadeau pour les fans de longue date. Dans cet épisode, on assiste à un match hors du temps, réunissant les personnages les plus populaires de la série, où deux équipes s'affrontent dans un match d'anthologie. Inazuma Best Eleven, une sélection des héros emblématiques de la licence, toutes générations confondues, et Inazuma Battle Eleven, une équipe constituée des antagonistes et rivaux iconiques, ceux qui ont marqué les grands affrontements de la série. C'est un épisode riche en fanservice avec des super techniques iconiques, des interactions inédites et des coopérations de rêve qui n'auraient jamais vu le jour dans la trame principale. Malgré son statut hors série, Dream Match est considéré par beaucoup comme très bon épisode bonus, produit pour la licence. Inazuma Eleven Go Galaxy, c'est un vrai morceau de l'histoire de la communauté, et aussi l'un de ses plus gros traumatismes. En 2015, Inazuma Eleven Go Chronostone sort enfin en Europe, marquant l'avant-dernier chapitre de la saga Go. A l'époque, les fans attendent logiquement l'arrivée de Go Galaxy, le dernier opus de la trilogie, surtout qu'avec l'Euro 2016 qui approche, c'est une occasion en or pour sortir un jeu centré sur une Coupe du Monde intergalactique. Mais rien. Pas une annonce, pas une bande-annonce, même pas une date. Et pour cause, ce silence est dû à un problème juridique méconnu, mais bien réel. En avril 2015, soit à peine un mois après la sortie européenne de Chronostone, Level 5, la société de production de Inazuma Eleven, dépose la marque Inazuma Eleven Go Galaxy à l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle, plus connu sous le nom EIPO. Cependant, cette demande est rapidement contestée par une entreprise allemande, nommée MSC Technology, qui possède elle aussi une marque nommée Galaxy dans le domaine des produits technologiques. Leur argument, un risque de confusion entre leurs produits et le jeu vidéo de Level 5. Et là, c'est le blocage total. Pendant plus de 3 ans, aucune avancée concrète. Mais si on peut trouver cette opposition un peu étrange, après tout, Mario Galaxy ou les Samsung Galaxy n'ont jamais été bloqués, Level 5 et MSC Technology semblent s'enliser dans un bazar administratif. Finalement, en juillet 2018, MSC Technology retire son opposition, et le dépôt de la marque est validé le 20 août 2018. Mais c'est trop tard. La Nintendo 3DS vit ces derniers mois, la Switch a repris le relais, et Level 5 ne donnera jamais suite à une sortie européenne. Heureusement, la communauté n'a pas abandonné. Dès 2020, des fans se mobilisent pour traduire le jeu via un patch non officiel. En 2021, un patch anglais complet voit le jour. En français, plusieurs patchs partiels existent, mais aucun n'est encore totalement finalisé à l'heure actuelle. D'autres pays, notamment comme l'Allemagne, se mettent à cette traduction communautaire. Mais ce conflit de marques a aussi eu des conséquences sur l'anime, limitant fortement sa diffusion en dehors du Japon. La France fait figure d'exception, étant l'un des seuls pays à avoir doublé Go Galaxy, ce qui explique aussi certaines erreurs de traduction, comme Cerise Blossom, souvent mal orthographiée en Cerise, par les fans en dehors des pays ayant eu droit à leur localisation. Sans cette diffusion française, on n'aurait peut-être jamais connu les noms européens des personnages de Go Galaxy, même si le manga, mieux distribué à l'international, a aussi aidé à fixer certains noms en Europe. Pour beaucoup, Go Galaxy restera le jeu fantôme, celui qui aurait dû marquer la fin de la trilogie, mais qui n'aura jamais franchi les frontières. Une immense frustration, et en même temps un symbole de la passion de la communauté, qui a réussi à faire preuve de sa vivacité pour pouvoir jouer à ce jeu. Redark, c'est sûrement l'antagoniste auquel tout le monde pense lorsqu'on évoque Inazuma Eleven. Il incarne le mal originel dans l'univers de la série, et son développement en fait l'un des personnages les plus marquants de la licence. D'abord commandant de la Royal Academy, Redark montre rapidement ses pires facettes. Il est prêt à tout pour gagner, y compris à blesser volontairement les joueurs de Raymond lors de la finale régionale. Ce genre de scène choque, surtout dans un anime à destination des plus jeunes, et le place immédiatement comme une figure crainte, voire détestée. Mais tout change à partir de la saison 3. Là, on découvre son passé, ses motivations, et une complexité qu'on ne soupçonnait pas. C'est là qu'une partie du public commence à s'attacher à lui, ou du moins à le comprendre. Sa mort devient alors un véritable moment fort de l'anime, l'une des fins les plus marquantes émotionnellement de la série. Mais voilà, il ne restera pas mort très longtemps. Dans Inazuma Eleven Go Galaxy, Redark revient sous une nouvelle identité, Astero Black, le mystérieux coach du 11 terrestre. Un choix qui divise la communauté. Certains trouvent l'idée intéressante, mais beaucoup d'autres, comme moi, pensent que le faire revenir gâche la puissance de sa fin initiale, et retire une partie de l'impact de son arc de rédemption. Quoi qu'il en soit, Redark reste sans doute l'antagoniste le plus important de la licence, et le plus connu. Zulan Rice, c'est sans doute le véritable antagoniste central de Inazuma Eleven.
Il n'apparaît qu'à partir de la saison 3, mais son influence s'étend bien au-delà des événements visibles. Il est celui qui tire les ficelles dans l'ombre depuis le début. C'est à travers son apparition qu'on obtient des réponses majeures à des mystères présents depuis la saison 1. C'est lui qui a éloigné David Evans, le grand-père de Mark, de sa famille en préparant son assassinat. C'est lui qui a manipulé Red Ark, poussant ce dernier à devenir l'antagoniste sans scrupules que l'on connaît pour au final l'assassiner à la fin de la saison. Il est aussi l'organisateur du FFI, la plus grande compétition de football international, qu'il utilise à des fins personnelles. Et surtout, il n'hésite pas à recourir au chantage. L'équipe du Brésil, The Kingdom, est sous sa coupe, car Zulan contrôle financièrement les familles des joueurs. Il pousse Mac Robingo et Demonio Strada à tester le programme RH, une technologie censée améliorer les capacités des joueurs, mais aux effets secondaires inquiétants. Son but ultime, créer des tensions internationales pour provoquer des conflits et s'enrichir grâce à l'armement et au pétrole pour contrôler le monde. Il sera arrêté une première fois après la victoire d'Inazuma Japon face au roi du football, mais reviendra brièvement en fin de saison avant d'être de nouveau mis hors d'état de nuire par Monsieur Smith. Et pourtant, malgré tout ce qu'il représente, sa chute est presque anecdotique. Ce qui fait dire à beaucoup, moi y compris, que Zulan Rice est un potentiel gâché. Il est l'antagoniste suprême, celui qui aurait pu bouleverser la série de fond en comble, mais il disparaît sans éclat. Je vais ici vous parler de quelques scènes qui m'ont personnellement marqué quand j'étais plus jeune. La première, c'est Mecha Mark, un personnage qui apparaît dans l'épisode 42 de Chronostone. Il s'agit d'un androïde à l'image parfaite de Mark Evans, créé par Shamer Gill, le coach de l'équipe Excellence. Il remplace Roméo dans les cages pour l'équipe Eldorado 2 lors du tournoi Ragnarok. Mais ce moment qui m'a vraiment marqué, c'est quand Mer et Giris, les deux attaquants de l'équipe Gill, utilisent leur esprit guerrier pour frapper dans les buts. Le résultat, le robot est complètement détruit en protégeant les buts. C'est une scène très choquante visuellement, surtout à l'époque, et elle reste gravée dans ma mémoire. Autre scène marquante, cette fois dans Goo Galaxy, pendant la finale du Grand Celesta Galaxy, qui oppose Fala Morbius au 11 terrestre. Red Ark entre en jeu, mais il se fait pulvériser par un satellite. On comprend alors qu'il ne s'agissait que d'un androïde. Ces moments, surtout celui de Mecha Mark, m'ont vraiment marqué plus jeune. Ils avaient un côté dramatique et dérangeant, presque troublant pour un anime de foot, qui rend ces scènes mémorables. Même s'il reste globalement connu par les fans, Inazuma Eleven Strikers 2013 fait partie de ces jeux jamais sortis officiellement en Europe. En 2012, Inazuma Eleven Strikers sort chez nous sur la Wii. C'est un jeu fun, très party game, qui permet de revivre les grands matchs de la première trilogie, et de former son équipe de rêve avec un gameplay simple et dynamique. Cette version européenne regroupe les joueurs des 3 premiers jeux, ainsi qu'une petite sélection issue de Raymond Go. Mais au Japon, l'histoire continue. Toujours en 2012, une version améliorée sort, Inazuma Eleven Strikers 2012 Extreme. Elle ajoute les esprits guerriers, des nouvelles techniques, des personnages supplémentaires de Go et même l'équipe 0. Puis, en 2013, arrive le jeu ultime de la série Strikers, qui intègre tout le contenu jusqu'à Chronostone. C'est probablement l'un des jeux les plus appréciés par les fans, notamment dans son aspect compétitif. Malheureusement, ce Strikers 2013 n'est jamais sorti en Europe. Pourquoi ? Sûrement principalement à cause du décalage entre les sorties japonaises et européennes. En 2013, Inazuma Eleven 3 venait à peine de sortir chez nous, là où Galaxy sortait au Japon. L'Anime Go débutait tout juste sa diffusion en France, et la Wii était déjà en fin de vie, remplacée petit à petit par la Wii U et la 3DS. Une sortie en Europe aurait donc été trop tardive pour être rentable. Heureusement, comme pour Galaxy, la communauté s'est mobilisée, et une traduction française complète a vu le jour. Ce jeu reste aujourd'hui culte, et mérite clairement d'être découvert ou redécouvert. La licence Inazuma Eleven s'inspire énormément de véritables footballeurs pour créer ses personnages. Le cas le plus célèbre est sans doute Nakata, ce joueur légendaire assez difficile à recruter dans Inazuma Eleven 2, qui apparaît canoniquement dans Inazuma Eleven 3. Il est clairement inspiré du vrai Hideyoshi Nakata. C'était en fait une collaboration entre le footballeur et la licence. Dans le jeu, il est notamment le capitaine d'Orphée, l'équipe italienne, un clin d'œil évident à la carrière de Nakata, qui a longtemps joué dans des clubs professionnels en Italie. Mais ce n'est pas le seul cas. D'autres joueurs de la série semblent fortement inspirés de stars bien réelles, même si ce n'est jamais été confirmé officiellement par les auteurs. Ricardo rappelle beaucoup Andrea Pirlo, Robinho semble être une référence évidente au célèbre Ronaldinho, Jérôme Arveau, l'attaquant des Rose Griffons, évoque clairement Zinedine Zidane, notamment physiquement, et Jude a lui plusieurs points communs avec Edgar Davids, notamment son look. Ces inspirations ne sont pas officielles pour la plupart, mais elles restent très plausibles, et ajoutent un côté amusant et réaliste à l'univers d'Inazuma. Le dopage, c'est aussi une facette de la série qui a bouleversé pas mal de fans. Là où l'on pourrait croire qu'on suit simplement l'histoire de collégiens en étoile montante du football, Inazuma Eleven cache en réalité des thématiques beaucoup plus lourdes, à la fois sociétales et politiques.
La série montre d'abord le côté sombre et opportuniste de certains personnages. Red Ark utilise le collège Zeus et soumet ses joueurs au nectar des dieux, une boisson conçue pour améliorer artificiellement leurs capacités physiques, dans le seul but de servir ses propres intérêts. Astram Chiller, lui, va encore plus loin. Il exploite tous les enfants de l'école du soleil dans un plan de vengeance personnelle après la mort de son fils Xavier Schiller dans un accident. Il veut démontrer la puissance de la pierre Alus, une météorite tombée près du mont Fuji, pour convaincre le gouvernement japonais qu'elle permettrait de créer des super soldats, après que ce même gouvernement ait rejeté son idée la première fois. Le thème du dopage n'est pas seulement extérieur ou réservé aux antagonistes. Il questionne aussi profondément les héros eux-mêmes. Nathan et plusieurs anciens joueurs de Raymond vont plonger dans cette quête malsaine de puissance, en devenant les empereurs noirs. Aphrodite, après sa défaite au football frontière, choisit une voie différente, voulant améliorer sa propre force par ses propres moyens, et s'en voulant énormément de cette période de sa vie. Mais il y a aussi King et Samford, les coéquipiers de Jude de la Royal Academy, dont on va parler maintenant. Dans les épisodes 37 et 38 de l'animé, on découvre que Red Ark ainsi que la Royal Academy font leur retour, sous une nouvelle forme, la nouvelle Royal Academy. Cette équipe est principalement composée de nouvelles recrues, mais on y retrouve aussi d'anciens joueurs emblématiques, comme Joseph King et David Samford. Comme pour la Luce Academy, ils utilisent la pierre Alus. Mais ils vont encore plus loin en ayant recours à des techniques dites interdites, telles que le manchot empereur numéro 1, ou encore la morsure sauvage, qui font tous deux souffrir ses utilisateurs. On voit très clairement dans l'épisode 38, David Samford s'évanouit après avoir utilisé le manchot empereur numéro 1 pour la 3e fois. Comme pour Mekamark ou Red Ark plus tôt dans l'iceberg, ces scènes m'avaient personnellement beaucoup troublé quand j'étais plus jeune. Dans la saison 3 et le 3e opus de la série de jeux, vous ferez la rencontre des anges et des démons, plus précisément de la Dark Team et de la Sky Team. La première est dirigée par Destra, tandis que la seconde est menée par Sahel. Ces équipes sont souvent considérées comme du filler dans l'histoire principale, car elles s'éloignent complètement du déroulement habituel du FFI. Et il faut l'admettre, elles changent drastiquement l'ambiance. Avec cette légende, sur la toute petite île de Lyokot qui parle de faire renaître le roi des démons pour créer l'équipe des anges noirs, on a droit à une tonalité beaucoup plus sombre et mystique. C'est d'ailleurs un arc qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, tant elle sortait de l'ordinaire et basculait complètement de l'histoire racontée précédemment. Même si Inazuma Eleven reste un programme destiné aux enfants, certains personnages ont vraiment marqué grâce à leur développement complexe et parfois étonnamment mature. C'est notamment le cas de Shaun Frost, qui souffre en réalité d'un trouble dissociatif de l'identité. En défense, il est Shaun Frost, calme et posé. En attaque, il devient Hayden Frost, bien plus agressif et déterminé. Son tempérament et son attitude changent drastiquement, ce qui s'explique par un traumatisme profond. Shaun est le seul survivant de sa famille après une avalanche. Après cela, sa relation fusionnelle avec son frère lui fera développer une conscience de son frère dans son propre corps. Une volonté concrète du personnage de refuser le décès de son frère. Au fil de la saison, il parvient heureusement à se reconstruire totalement, ce qui fait de lui, pour beaucoup de fans, l'un des personnages les mieux écrits de la licence. On pourrait aussi mentionner Ichiyoshi Mitsuru de Inazuma Eleven Orion, mais vu mon avis général sur cette série et le fait que je trouve le personnage un peu trop copié-collé et manquant d'identité propre, on va s'en passer. Voilà qui met fin à la partie surface de l'iceberg. Cette fois, on va descendre un peu plus en profondeur pour aborder des choses encore assez accessibles, mais moins connues du grand public. J'espère que vous êtes prêts, car il n'y a pas de retour en arrière. Level 5 dissimule plutôt bien des références à ses autres licences dans les jeux Inazuma Eleven. Par exemple, dans Inazuma Eleven 1, si vous allez vous entraîner dans le coup de tonnerre, l'entraînement d'Inabikari, vous avez une petite chance d'y croiser Professeur Layton. Il est probable que vous ne l'ayez jamais rencontré, car cet easter egg est absent de la version européenne d'origine, et unique à la version traditionnelle japonaise. Enfin, pas tout à fait. Il est disponible dans le remaster 3DS du jeu en Europe. Dans Chronostone, certains personnages issus d'autres licences peuvent même être recrutés via des mots de passe, et un film crossover avec Dumble Sinky, une autre série de Level 5, a été produit. On retrouve aussi des personnages liés aux coulisses de la production, comme les groupes musicaux comme Berries et T-Pistons ayant chanté des génériques qui sont disponibles en scout dans les jeux. Enfin, dans Inazuma Eleven Go Galaxy, on peut même recruter Nathan et Cathy de Yokai Watch, autre licence phare du studio.
Le Nintendo Anime Channel était une application gratuite disponible sur Nintendo 3DS à partir de février 2015 en Europe. Elle permettait de regarder également des épisodes d'animés sous licence, directement sur la console portable. Sur cette plateforme, on pouvait trouver plein d'animés comme Pokémon ou Kirby, mais Inazuma Eleven était aussi présent. C'est personnellement la plateforme qui m'a vraiment permis de regarder Inazuma Eleven dans le bon ordre, contrairement à la diffusion parfois confuse à la télévision. Malheureusement, cette plateforme, tout comme la 3DS devenue obsolète, a fermé ses portes en octobre 2019. Mais elle restera pour moi une plateforme oubliée mais précieuse, qui a permis à beaucoup de jeunes joueurs de découvrir la licence. Inazuma Eleven Intercode est une mini-série de 6 épisodes que beaucoup de fans n'ont peut-être jamais regardé. Il s'agit de courts épisodes prenant place dans la timeline d'Inazuma Eleven Ares, servant de prologue à l'histoire principale. Chaque épisode met en lumière certains personnages en leur donnant un peu plus de contexte et de développement. La série a été diffusée exclusivement dans les Inazuma Walker, des live streams spéciaux organisés par Level 5 entre novembre 2016 et août 2017, diffusés sur YouTube et Nico Nico. Ces émissions présentaient régulièrement des informations inédites sur la licence, notamment sur le développement de Inazuma Eleven Ares. Malheureusement, ces épisodes n'ont jamais été traduits ou diffusés officiellement en dehors du Japon, contrairement à la série Ares qui, elle, a eu droit à un doublage international. Cela rend Intercode nettement moins accessible au public occidental. Un manga intitulé Inazuma Eleven Intercode Anthology est sorti en 2018, reprenant intégralement l'histoire de cette mini-série, avec quelques bonus inédits. Bonjour et bienvenue dans Inazuma France. Alors cette vidéo va vous expliquer comment avoir la clé du hangar secret. Je précise pour les gens qui ont une 3DS comme moi, connexion Nintendo DS, non connexion Nintendo 3DS, vous me comprenez. Soit la deuxième solution c'est de cheater pour avoir la action replay. Mais bon, c'est comme vous voulez. Les jeux Inazuma Eleven proposaient des contenus téléchargeables via le mode en ligne, permettant d'enrichir l'expérience avec des nouveaux personnages, objets ou événements. C'est notamment le cas de Inazuma Eleven 2, sorti le 16 mars 2012, soit à la toute fin de vie de la Nintendo DS. Cependant, la fermeture du service Nintendo Wi-Fi Connection, survenu le 20 mai 2014, a marqué un tournant. Ce service permettait de jouer en ligne ou de télécharger du contenu sur DS, DSi et Wii. Autrement dit, si comme moi vous n'aviez pas eu le jeu à la sortie, il est fort probable que vous n'ayez jamais eu accès à certains contenus, comme le hangar secret ou encore la possibilité de recruter Thor. Et vous avez probablement tant bien que mal essayé de connecter votre 3DS au service Nintendo DS et fini traumatisé par celui-ci. Heureusement, dès 2020, la communauté a mis au point des solutions alternatives pour débloquer ces contenus restés longtemps inaccessibles. A noter également que la fermeture récente des services en ligne de la 3DS rend aujourd'hui impossible tout téléchargement officiel sur l'ensemble des jeux de la licence. Cela signifie que sans modification technique, l'intégralité des contenus supplémentaires est désormais hors d'atteinte de manière légale. Dans Inazuma Eleven, il y a des personnages qui semblent avoir dépassé la barrière de la mort. Dans Inazuma Eleven Ares par exemple, on peut retrouver Xavier Schiller ou encore Aiden Frost, qui sont tous deux morts dans la série originale. Ça rend d'autant plus intéressant d'avoir des personnages absents initialement mis en lumière, et ça crée une ambiance totalement différente de les voir à l'écran. Notamment par exemple l'apparition de Xavier qui a vraisemblablement influencé le prénom de Xavier Foster, initialement devenu Hunter Foster. Inazuma Eleven Go vs Double Sinky W est un film servant de crossover entre deux licences de Level 5, sorti uniquement au Japon. On en a déjà parlé plus tôt, mais il s'agit d'un film faisant suite à Chronostone. Le film commence avec un match iconique entre la sélection japonaise senior, Inazuma Japon Evolution, et Neo Inazuma Japon, la sélection japonaise junior. Mais ce match sera interrompu lorsqu'un certain Aster viendra attaquer le stade et créer une situation de tension. Au fil de l'histoire, les personnages de chaque licence se rencontreront et collaboreront. On apprendra également l'existence d'autres antagonistes comme Stern, mais surtout Flora. Tous trois cachent une histoire bien plus mature et sombre que ce à quoi on est habitué. Flora porte son nom en lien avec sa passion pour les fleurs, étant donné que son monde est en noir et blanc, et est la seule chose de son monde avec de la couleur, en plus d'être une chose extrêmement rare, voire qui n'existe pas. On laisse à supposer que leur monde est en fin de vie, et qu'elle en est la cause, n'abritant plus aucun humain, à l'exception de ces trois-là. La fin, aussi poignante soit-elle, laisse également supposer que les personnages disparaissent avec leur monde à travers ce qu'on pourrait considérer comme le paradis, avec leurs anciens proches disparus. C'est un film très touchant que je vous conseille vivement de regarder si vous ne l'avez pas vu.
En continuant de parler de ce film, un certain moment semble avoir surpris les fans les plus assidus durant leur visionnage. À un moment du film, Njord se verra disparaître des mains de l'un des antagonistes, mais il ne réapparaîtra plus jamais par la suite. Qui plus est, personne ne semble se soucier de lui, il est oublié. Cela devient d'autant plus étrange que dans Galaxy, on le revoit au sein de Rébellion Japon. Mais qui peut bien être ce Njord? Après tout, le véritable a disparu à ce moment-là. Il a comme été tué dans un sens. En vérité, il s'agit sans doute d'une petite incohérence dans la mise en scène, qui n'a pas été assez pris en compte. Mais si vous aviez l'œil affûté durant votre visionnage, vous vous êtes peut-être déjà posé la question. Dans Inazuma Eleven Go Galaxy, on découvre un scénario bien plus approfondi et sombre que d'habitude. Après la phase de qualification, on apprend que le tournoi est en réalité un tournoi intergalactique, qui s'avère être une guerre de colonisation menée de manière pacifique. Le but ? Défendre sa planète pour être l'une des rares à échapper aux représailles de Falamorbius, une civilisation dont la planète est menacée de destruction par un trou noir. Leur objectif ? Transférer leur population sur d'autres planètes. Étant donné leur technologie ultra développée, une guerre conventionnelle serait perdue d'avance. C'est pourquoi cette guerre prend la forme d'un tournoi de football. Cela introduit dans un enjeu colossal, la survie des planètes participantes, condamnées à disparaître en cas d'échec. Toutes les planètes rencontrées sont ainsi destinées à mourir, avant qu'une happy end ne vienne tout bouleverser. Mais vous verrez, cette maturité scénaristique ouvre la porte à des thèmes encore plus sombres que nous aborderons dans les niveaux plus profonds de cet iceberg. Est-ce que vous saviez que certains scouts sont bien plus proches du scénario que vous ne le pensez ? Comme vous le savez, nos personnages principaux sont au collège, et certains d'entre eux se retrouvent même dans la même classe. Dans la première trilogie, on sait par exemple que Mark, Axel, Steve et Sylvia sont dans la même classe de 2e année. Mais connaissez-vous Aurelia et Andy ? Ce sont tous deux des camarades de Mark que l'on aperçoit légèrement dans les jeux, mais qui n'apparaissent jamais dans l'animé. Aurelia est devenue un peu la manageuse secrète de l'équipe, notamment avec le fait qu'on peut la jouer dans les jeux Strikers en tant que manageuse. Et elle a même eu le droit à son moment de gloire dans Inazuma Eleven Ares, là où malheureusement, Andy n'a pas eu le droit au même traitement de faveur. Mais saviez-vous que Arion aussi a eu des camarades de ce type ? Contrairement à Mark, ces personnages ne sont absolument pas mis en avant, ce qui fait qu'il est très probable que vous ne les connaissez pas. C'est notamment le cas de Amy Sargent, qui semble être une sorte de continuité d'Aurelia pour Arion. On sait qu'elle est la camarade de classe d'Arion à travers sa biographie dans les jeux. De la même façon, Aaron Newgate semble être l'équivalent d'Andy, pour les mêmes raisons. Les meilleurs joueurs de la série Inazuma Eleven arrivent dans la nouvelle extension du jeu de cartes à collectionner. Avec les champions galactiques, devient le maître du terrain. Disponible en magasin de jouets et maison de la presse. D'abord, j'aimerais remercier Max Tescat pour cette partie de la vidéo car il m'a énormément aidé à m'imprégner du jeu pour que je vous l'explique. Un grand merci à lui. Alors, le jeu de cartes Inazuma Eleven est sans doute le produit le moins consommé de la licence, et c'est bien dommage car il est vraiment intéressant. Je vais essayer de vous l'expliquer brièvement. Inazuma Eleven Trading Card Game est le tout premier vrai jeu de cartes de la licence, et le seul à avoir été localisé en Europe en plus du Japon. Il a été édité par Takara Tomy au Japon, et sous licence Upper Deck en Europe. Le jeu a connu 3 gros starters chez nous. Football Frontier Arc, le set de base sorti en 2012, contenant environ 100 cartes, axé sur les équipes du tournoi national, le défi de l'équipe ultime, une extension française lancée en octobre 2012, ainsi que les champions galactiques, sortis en août 2013. Ces starters comprenaient aussi un tapis de jeu et un guide de règles. À leur sortie, les prix tournaient autour de 12€ pour un starter deck et 6€ pour un booster de pack de 6 cartes en France. Il existe 4 rôles de type de cartes. Par exemple, cet Axel a ce logo enflammé. Ça signifie donc qu'il fait partie du groupe Puissance. Ce Jude, lui, a ce logo violet. Il est donc dans les esprits d'équipe. Ce logo vert, lui, fait partie des cartes Vitesse. Ou encore cette carte de Janus qui a ce logo en forme de tornade qui fait partie des cartes tactiques. Mais il existe aussi des cartes avec doubles éléments, et vous devez choisir un des deux selon la disponibilité dont vous en aurez besoin. Mais alors, à quoi ça sert ? C'est un peu le même délire que les éléments dans les jeux, sauf que là, ça sert à faire des super techniques. Par exemple, si je veux utiliser la tornade noire, j'aurai besoin de 3 joueurs esprit d'équipe sur le terrain pour comme indiquer à travers le nombre de logos sur la carte. Les joueurs à double élément peuvent aider si elles possèdent l'un de ces éléments. Par contre, si une super technique demande les 2 éléments d'une carte double, la carte double ne peut pas prendre en compte les 2 éléments avec une seule carte. Le déroulement du jeu est simple. Chaque joueur doit avoir un deck de moins de 30 cartes, avec 10 cartes titulaires et 20 autres cartes super techniques ou remplaçants. Libre à chacun de faire son deck comme il l'entend, avec parmi eux au moins un gardien. Ceux-ci n'ont pas le droit d'avoir 3 fois des cartes d'un même personnage, et ils ne peuvent pas non plus mettre 2 fois le même joueur sur le tapis de jeu. Le jeu se joue à 2, et se déroule en 3 rounds, avec pour chacun 2 tours par round.
Un tour équivaut à l'offensive d'un joueur. Le jeu se divise en 4 phases. La phase stratégique. Au début de chaque round, chaque joueur pioche 5 cartes de son deck. Il place ensuite son gardien et au moins 2 personnages sur le terrain. Une fois les placements terminés, chacun pioche une carte supplémentaire. Par exemple, ici j'ai choisi de mettre Marc en gardien. D'ailleurs, les gardiens sont des cartes uniques qui ne sont pas sur le terrain et qui ne se changent pas. Mais j'ai aussi mis Axel et Jude. Et en face, il a mis King dans ses buts, avec Nathan en défense et Shadow en attaque. Vient maintenant la phase d'attaque. La phase stratégique se fait à l'aveugle grâce au mur présent sur le tapis. Car pour contrer un attaquant, vous devez mettre un milieu de terrain ou un défenseur sur la même colonne que l'attaquant. Par exemple, ici Nathan peut s'interposer face à Axel. Alors arrive le duel. Les joueurs peuvent très bien ne pas agir, et alors là, celui avec le plus de PC, soit point de compétence, remporte le duel. Vous pouvez aussi ajouter au-dessus de votre titulaire une carte remplaçante. Des cartes qui débloquent des points supplémentaires. Les points de compétence enflammés. Mais attention, il y a un numéro au-dessus d'eux qui stipule à quel round au minimum vous pourrez les utiliser. Dans mon cas par exemple, je n'ai normalement pas le droit de l'utiliser car cet Axel ne peut arriver qu'au 3e tour. Mais pour l'exemple, je vais échapper à cette règle. Mes PC deviennent alors mes PCE et améliorent mon taux. Je passe donc de 500 à 800 PC. Vous pouvez aussi faire une défausse qui se fait avec des joueurs remplaçants. Par exemple, je décide de défausser mon Dvalin. Oui, il est apparu d'un coup, mais posez pas de questions. Donc je le retire de mon équipe, et ses PS, soit points de soutien, s'accentuent à mes PC. Je passe donc de 800 PC à 900 PC. Le défenseur peut défendre de la même façon. Selon la stratégie de chacun, on définit qui a le plus de points et remporte le duel. Mais vous pouvez aussi utiliser des super techniques, mais ça je vais vous l'expliquer dans la 3e phase, la phase de tir. Changeons d'équipe. Et l'adversaire n'a donc mis aucun défenseur sur mon chemin, donc il n'y a pas de phase d'attaque. Je peux donc tirer. Pour ça, pareil, je ne peux rien faire, mais ça n'aurait aucun intérêt. Donc je vais devoir utiliser une super technique. Prenons par exemple la tornade noire. Génial, j'ai les 3 joueurs d'esprit d'équipe qu'il me faut sur le terrain et Shadow. Cette technique rajoute donc 800 PC en plus, dont un attribut festival de but. Si je marque ce but en ayant plus de points que le gardien, j'ai alors une nouvelle chance de tirer au but. Le gardien peut donc une nouvelle fois rétorquer de la même manière, c'est donc à nouveau duel PC contre PC, avec cette fois ce qu'on appelle la dernière chance. Chaque joueur retourne la carte au-dessus de son deck et ajoute 100 fois le niveau de la carte à ses points pour déterminer le résultat du tir. Par exemple ici je drop une carte de Dvalin avec un 5. Les PC sont donc multipliés par 5. Vient alors la phase de fin. À la fin de chaque round, les titulaires sont épuisés et de nouveau font leur apparition à chaque round. Au bout du 13e round, le joueur avec le plus de buts l'emporte. En cas d'égalité, on passe à une séance de tir au but avec des phases de tir. Il existe aussi un système de rareté assez développé au Japon, avec des cartes communes, rares, super rares, etc. Mais simplifié en Europe, avec certaines raretés ayant disparu. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vraiment dire sur ce jeu. Malheureusement, au vu des prix actuels, il est assez compliqué de se procurer les starters. Mais je pense que c'est quelque chose qui vaut franchement le détour. Et si vous en avez, n'hésitez pas à en parler, ça pourrait être fort intéressant. Inazuma Eleven a aussi eu droit à son adaptation en manga, un produit dérivé réalisé par Tenya Yabuno entre 2008 et 2011 pour la série originale, puis prolongé pour Inazuma Eleven Go jusqu'en 2015. Le manga a été publié au Japon dans le magazine CoroCoro Comics, édité en France par Kurokawa. Ce manga propose une version alternative de l'histoire, bien plus rapide et détendue que l'anime. Ce rythme plus chill donne un nouvel angle de lecture à l'univers d'Inazuma, et réserve plusieurs surprises inattendues. Par exemple, au lieu de s'entraîner avec son mythique pneu suspendu à la tour, Marc s'exerce à la ferme d'Inazuma, face à un taureau. On découvre également Percival Travis accompagné d'un nom occidental des plus troublants, Mike Sirkis. Et ce n'est pas tout, certains personnages changent totalement de place dans l'histoire. C'est notamment le cas de Sam, totalement invisible dans le manga, remplacé par un autre joueur mystérieux que nous allons justement découvrir maintenant. Paul Peabody est sans doute l'un des personnages scouts les plus appréciés de la licence. Il est, entre autres, l'idée principale de JP, le meilleur ami d'Arion dans la trilogie Go. Paul est exactement pareil avec Marc. Paul est littéralement le meilleur ami de ce dernier, qui le suit partout dans le manga, et c'est un excellent défenseur. Il est également recrutable dès le premier jeu, assez facilement, si vous l'harcelez. Il est même un excellent gardien dans Inazuma Eleven Strikers, un sacré personnage qui vaut le détour. La compétition est une sphère assez importante de la licence. D'un point de vue officiel, Level 5 a déjà organisé plusieurs tournois, notamment pour Inazuma Eleven 2, avec des gagnants assez connus, comme Pants, qui ont eu le droit à leur apparition dans Inazuma Eleven 3. Il y a également eu un tournoi sur Inazuma Eleven 3, dont les différents vainqueurs ont été intégrés dans les jeux Go. Plus récemment, un tournoi intitulé Victory Road Tournament a eu lieu autour de la bêta, exclusivement au Japon, avec Eshin comme vainqueur.
Mais ça, ce n'est que la face visible d'une véritable communauté compétitive. Depuis environ 2020, la compétition communautaire s'est largement développée. Un système de clans a vu le jour. On pourrait les considérer comme des sortes de groupes d'amis en équipe qui s'affrontent, à la manière des clubs de football à travers ce qu'on appelle des interclans, ou des compétitions. Par exemple, je fais partie de la FGS, aka le meilleur clan. Mais il existe aussi de nombreux autres clans, comme la TRE, ou encore la SUP, qui a récemment fermé. Ce genre de tournoi se passe généralement sur Discord, notamment par exemple via le serveur Ragnarok, un des serveurs très réputés pour ses événements compétitifs. Cela a également permis la création de Coupes du Monde sur différents jeux comme Go Galaxy et Strikers 2013, qui sont sans doute les opus les plus populaires dans le milieu compétitif. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre cela de près, car certains joueurs sont sincèrement fascinants à voir, et cela donne une toute nouvelle facette au jeu à travers une méta et du theorycraft passionnant. Tescat est l'un des personnages les plus appréciés par les fans, mais il cache une histoire bien plus surprenante qu'on pourrait le croire. Toute sa gimmick tourne autour de l'obscurité et du mystère, mais il s'avère aussi que Tescat n'existe pas vraiment. En réalité, Tescat est le fantôme errant d'une ancienne civilisation, de l'île du Sanctuaire. Ce n'est jamais dit explicitement, mais c'est fortement suggéré de manière métaphorique, notamment à travers l'histoire tragique de sa sœur. Lors du Grande Sécheresse, les anciens habitants de l'île ont organisé un match de football, pour désigner une victime sacrificielle. L'équipe perdante devait offrir une jeune fille. Tescat, pour sauver sa sœur, a tenté de truquer le match, en offrant des présents. Et les villageois ont découvert la supercherie, et en guise de punition, ils ont choisi de finalement sacrifier sa sœur. Depuis ce jour, Tescat reste prisonnier de l'île, un esprit lié à sa faute passée. On le revoit dans Chronostone, mais lorsque Arion lui propose de rejoindre l'équipe, il refuse. Il ne peut tout simplement pas quitter l'île, car il n'est plus qu'une âme errante, un symbole du passé figé dans le temps. D'ailleurs, bien que sa sœur soit décédée, son esprit apparaît dans les gradins pendant le match entre Raymond et l'équipe Zéro dans le film, en train de prier et d'observer, symbole de pardon et de réconciliation. Inazuma Eleven SD est un jeu mobile sorti au Japon en janvier 2020. Développé par Level 5, le SD fait référence au style Super Deformed, c'est-à-dire les personnages sont représentés en chibi avec un design petit et mignon. Le jeu est un gacha stratégique où l'on collectionne des figurines de personnages issus de toutes les séries Inazuma Eleven, de la trilogie originale à Ares et Orion, pour ensuite les utiliser dans des duels de football automatisés. Chaque personnage possède ses propres capacités, statistiques et super techniques. Le gameplay se déroule sur un terrain en 3D vu de haut, et les joueurs peuvent faire glisser leurs personnages pour les positionner et interagir avec la balle. Le but est de marquer le plus de buts, dans le temps imparti, tout en utilisant des techniques spéciales et des stratégies d'équipe. Ce jeu fermera malheureusement ses portes en décembre 2020, mais ce fut un jeu globalement apprécié. À la manière des téléchargements dans Inazuma Eleven 2 dont on a parlé plus tôt, les mots de passe de Chronostone sont de véritables reliques pour les joueurs. À partir des jeux Go, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition, la possibilité d'entrer des mots de passe directement dans le jeu pour obtenir du contenu supplémentaire. Pour Go, Lumière et Ombre, Nintendo avait communiqué officiellement ses codes, mais pour Chronostone, silence radio. De 2015 à 2020, soit 5 longues années, ces contenus restaient totalement inaccessibles. Certains joueurs allaient jusqu'à réaliser des tutoriels pour recruter Mekamark, sans même pouvoir obtenir sa carte joueur. C'est seulement à l'été 2020 que des modeurs ont fouillé dans les fichiers du jeu et ont fini par retrouver l'ensemble des mots de passe. Une fois partagé avec la communauté, ce fut une vraie libération. Salut tout le monde, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo de Inazuma Eleven 2. Je vais vous faire montrer la route pour aller affronter Torche ou Gazelle. Cet endroit, voire même cette ambiance, personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours troublé. Comme moi, vous avez déjà même probablement regardé des vidéos pour trouver votre chemin dans cet immense labyrinthe. Ce ton calme, la nuit, vide, ça en fait sans doute l'un des endroits les plus étranges et effrayants de la licence. Cette équipe prolonge parfaitement l'ambiance étrange et mystique de la forêt du mont Fuji. Il s'agit d'un groupe d'aventuriers égarés depuis des années dans le labyrinthe de la forêt. Une fois que vous avez vaincu Prominence ou Diamond Dust selon votre version du jeu, rendez-vous au Sentier Perdu. Vous pourrez enfin les rencontrer et les affronter. Ce qui les rend si dérangeants, c'est qu'ils semblent avoir fusionné avec la nature elle-même, comme s'ils avaient été dépouillés de leur identité. Leur présence fantomatique et silencieuse donne à cette équipe une aura presque surnaturelle, renforçant l'atmosphère pesante du lieu.
Est-ce qu'à votre plus jeune âge, il vous est déjà arrivé d'essayer d'aller sur des blogs comme jeuxvideo.com pour certains recrutements? Si c'est le cas, vous êtes peut-être déjà tombé là-dessus. Alors, est-ce qu'Arion est vraiment recrutable dans Inazuma Eleven 3? Voyons voir ce que cette vidéo nous dit. Tout le monde, c'est FireGamer. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven 3 les ogres attaques. Alors, on fera des petites vidéos sur Inazuma Eleven 3 les ogres attaques. En attendant, pour vous dire un truc, pour avoir Arion Sherwin sur Inazuma Eleven 3, je vais vous le dire, pour avoir Arion Sherwin, il faut tout simplement, regarder, je vais vous montrer, donc il faut battre les petits géants de 12 fois en finale. Je sais que 12 fois c'est énorme. Et Arion sera juste sur la carte. Je vous montre un peu plus précisément. Arion, il sera vers soit là sur la carte. C'est bien ce que je pensais. C'est un troll. La légende raconte qu'il faudrait battre 12 fois la Little Gigantesque pour le recruter. Mais Arion n'est absolument pas recrutable. Ce genre de blague autour d'un recrutement inconnu est archi courant. Peut-être que vous n'êtes jamais tombé dans le piège, que vous y avez cru sans jamais essayer, comme moi, ou peut-être que malheureusement, vous vous êtes fait avoir. Mais ce mensonge cache une part de vérité. En effet, dans Inazuma Eleven 3 les ogres attaques, il est possible via l'onglet bonus de voir des artworks exclusifs, et même de jouer un prologue où l'on incarne bel et bien Arion, alors qu'il tente de rejoindre l'équipe d'Inazuma KFT, à une époque où il est encore très jeune. Voici un jeu dont très peu de fans ont vraiment entendu parler. Inazuma Eleven AC Dream Battle, un jeu d'arcade japonais sorti en 2016, uniquement jouable sur les bornes physiques. Ce jeu, oublié du grand public, mélangeait cartes à collectionner et football tactique. On y scannait de véritables cartes pour invoquer ses joueurs et activer des techniques sur le terrain. Et attention, ce n'était pas n'importe quel joueur. On parle ici d'une fusion complète de toutes les générations. Mark, Arion, Faye, Jude, Aphrodite, tous réunis dans un seul et même jeu. Le souci, c'était uniquement au Japon. Et aujourd'hui, il est pratiquement inaccessible. Les bornes disparaissent de plus en plus, les cartes deviennent rares, et quand bien même le jeu reste jouable dans certaines salles d'arcade japonaises, aucune version digitale n'existe. C'est peut-être pour ça qu'Inazuma Eleven AC reste dans l'ombre. Mais pour ceux qui le connaissent, c'est un véritable fantasme vidéoludique. Voici un des jeux les plus discrets, Inazuma Eleven Everyday, sorti uniquement au Japon en décembre 2012 sur 3DS. Ce jeu ne se trouvait pas en boutique, il fallait récupérer 2 codes dans certains jeux de la série pour pouvoir télécharger gratuitement cette expérience inédite. Les codes étaient disponibles à travers les jeux Chrono Stone, Inazuma Eleven Strikers 2013 et Inazuma Eleven 1, 2, 3. Ainsi donc, il vous fallait avoir acheté 2 de ces jeux pour avoir accès à ce jeu. Une fois téléchargé, tu pouvais choisir d'incarner un lycéen ou une lycéenne chargé de prendre soin de Mark, Axel ou Jude dans leur vie de tous les jours. Cours, repas, conversations, mini-matchs ou même rêves, tous déroulés sur l'horloge de ta console. Des épisodes exclusifs de leur quotidien, une immersion rare que la communauté n'a jamais oubliée. À l'ère où tout était physique ou payant, ce jeu gratuit, disponible via code sans publicité, est devenu une relique numérique. Avec la fermeture des serveurs et l'absence totale de version mondiale, Inazuma Eleven Everyday existe aujourd'hui dans l'ombre. Mais pour les connaisseurs, c'est un trésor du passé, qui prouve qu'il existe une autre facette de la licence Inazuma Eleven. Un jeu du nom de Inazuma Eleven Everyday Plus, sorti sur mobile en 2017 pour un total de 600 yens, a également vu le jour. Une sorte de version mobile du jeu de base, mais on verra plus tard que ce jeu oublié s'est vu raconter des choses très bien cachées de la licence. Voilà l'une des choses qui fait que la flamme de notre licence n'est pas encore éteinte, les fangames. Dès que la production officielle s'arrêtait après Go Galaxy, l'ennui commençait à se faire, donc des fans ont pris le relais. Pas de licence officielle, juste de la passion pure. Imagine un jeu Inazuma Eleven Go Deluxe où tu peux faire des invocations gacha et avoir tous les personnages saison confondus. Ou encore jouer à Chrono Stone avec des persos comme Mark Evans en protagoniste et des maillots inédits. Ces projets ne sont pas des clones, mais des créations sincères, portées par la communauté. Des patchs pour traduire Go Galaxy, des ajouts de personnages inédits, ou encore des mods pour Strikers. Cette communauté de modeurs a permis l'accessibilité par exemple de Galaxy en traduction, mais aussi de rajouter de la valeur ajoutée sur bien des jeux. Vous avez même en France, en plus de Go Deluxe, Inazuma Eleven Ultimate, un mode de Inazuma Eleven 3 géré par Rems, qui rend le jeu quasi impossible. Ou même les Inazuma Eleven Souls, les jeux de base rendus bien plus durs pour vous créer une toute nouvelle expérience de jeu. Quoi qu'il en soit, vous avez de quoi faire preuve d'une nouvelle expérience grâce à ces différents jeux.
Voici le chapitre le plus sombre du lore Inazuma Eleven. Un jeu jamais sorti. Inazuma Eleven Ares, annoncé en 2016 pour accompagner l'anime du même nom, devait être un RPG ambitieux sur Switch, PS4 et mobile. Mais en coulisses, le développement tourne mal. Studio défaillant, report à répétition, gameplay jugé peu divertissant. En 2019, Level 5 abandonne le projet, le rebaptise Great Road of Heroes, puis le remodèle encore complètement avant d'en faire Victory Road, un autre jeu, qui devait d'ailleurs sortir aujourd'hui, mais bon, on s'est fait avoir. Pourtant, il y a eu une démo jouable au Tokyo Game Show 2018. Raymond contre l'école Polaris, 10 minutes express. Les premiers extraits du gameplay étaient imprimés dans les esprits. Mais cette démo n'a jamais été diffusée officiellement. Et lorsque le World Hobby Fair 2019 approchait, une autre convention japonaise, Level 5 a annulé la démo à la dernière minute. Le jeu n'était pas prêt, personne n'avait jamais pu jouer au jeu. Ares est donc devenu une légende, un jeu annulé dont seuls quelques fragments et quelques vidéos nous rappellent l'existence. Il représente clairement l'aspect Lost Media, un contenu officialisé mais disparu, suspendu entre intention et abandon. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est devenu le contenu de ce jeu, mais il a abandonné et plus personne ne jouera à celui-ci. Voilà qui met fin à la partie sous la surface. Mais préparez-vous car encore plus de secrets vous attendent. Bienvenue dans les profondeurs. Alors à la base, ce jeu ne devait pas être aussi bas. Mais en 2022, si comme moi vous étiez sur TikTok, vous avez peut-être vu passer ceci. Cette vidéo, qui est entre autres une immense blague, a suscité pas mal d'engouement. Elle annonce la sortie d'un nouvel animé de la trilogie pour le 30 février 2024, soit une date qui n'existe pas. Mais pour beaucoup, c'était une vraie info, et à raison. Les visuels présentés sont ceux de l'opening de ce jeu, Inazuma Eleven Online. Mais il semble tellement inconnu que beaucoup ont cru au retour de Inazuma Eleven en animé. Mais alors, qu'est-ce que Inazuma Eleven Online ? Inazuma Eleven Online, c'est un jeu de combat de football en ligne qui marque la première incarnation de la franchise sur PC. Level 5 co-développe le jeu avec Anation Play Art. Le jeu reprend beaucoup du travail réalisé sur Strikers et proposera des combats énergiques et plein d'actions avec des contrôles qui ne nécessitent qu'une souris pour être utilisés. Récupérez les joueurs pour votre équipe, explorer les joueurs rares et les entraîner pour les propulser dans votre propre 11, c'est à vous de personnaliser, de définir des stratégies ou de commander votre équipe pendant que vous affrontez les autres âmes courageuses qui cherchent le titre de champion. C'est à l'heure actuelle le seul jeu Inazuma qui est sorti sur PC. Il est sorti le 4 juin 2014 au Japon, mais s'est vu s'éteindre le 31 mars 2015, ce n'est aujourd'hui plus qu'un simple jeu oublié, indisponible à la jouabilité. Inazuma Eleven s'inspire beaucoup de l'architecture japonaise, mais vous savez que certains endroits rappellent fortement des endroits réels du Japon ? Si vous avez prévu de partir au Japon un jour, laissez-moi vous donner des endroits à visiter. Déjà, le musée de Osaka. Si vous allez là-bas, vous verrez que le musée a pas mal de similitudes avec le musée du football du futur. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Cet endroit, vous le reconnaissez ? Bien évidemment, c'est le terrain de la rivière, et se trouve également à Osaka, au Yodogawa River Park Kemaground Soccer Field. Là-bas, vous pourrez profiter d'un terrain de foot aussi semblable à celui de la série. Si vous avez la possibilité d'aller au Japon un jour, foncez là-bas, vous devriez vraiment kiffer. Parmi les scouts, il existe des personnages avec des sexes absolument pas explicites. Prenons par exemple le personnage de Biju, un personnage qui fait son apparition dans Inazuma Eleven Go, qui semble être une femme, mais qui est en réalité un homme. De plus, il possède le talon séductrice naturellement. Ce personnage est en soi un personnage qui définit assez bien la transidentité. Et ça ne s'arrête pas là, on a aussi Gabriel Garcia, qui se veut être un personnage androgyne, un perso qui n'a pas vraiment de sexe établi. Mais si officiellement il est un garçon, son prénom Gabriel, volontairement mixte, ou encore sa voix et son apparence ne sont pas laissés au hasard. De plus, certains personnages comme des aliens ou même des robots n'ont pas de sexe, ce qui les rend notamment puissants contre des personnages qui ont le talent séducteur ou séductrice. Est-ce que vous savez que Pugcast et Alum, les deux groupes musicaux de Inazuma Eleven Ares, ont remixé certains anciens endings et openings de la série à l'occasion de Ares et Orion ? Par exemple, vous savez probablement que Pugcast a remixé le premier opening.
Mais savez-vous qu'ils ont remixé d'autres openings? Les voici. Alum, le groupe d'Ending, a lui aussi remixé des endings, comme notamment ceci. C'est une partie qui semble inconnue par la plupart des fans, mais qui vaut sincèrement le détour. Si vous voulez écouter vos openings ou endings préférés au goût du jour. Est-ce que vous saviez que la mort de Arion a été confirmée? Tout à l'heure, on parlait des morts vivants, des personnages initialement morts de retour dans un univers alternatif, dans Ares et Orion. Et par conséquent, Inazuma Eleven 2 n'est jamais arrivé. Donc Arion et Spotter n'ont jamais été sauvés par Axel à Okinawa. Par conséquent, on peut supposer qu'il est mort, et cela a été malheureusement confirmé par Akira Ueno, le PDG de Level 5. Arion est mort sous cette planche. La particularité de Inazuma Eleven, c'est que cette licence a toujours été très bien liée avec les fans. Tellement bien liée que des tas de personnages créés par les fans ont été incorporés au jeu et aux animés. C'est le cas par exemple de Gaza Irons et Rainbow, qui sont tous deux des personnages qui ont gagné le Inazuma Winter Festival du CoroCoro Comics. Ils ont même le droit à une apparition entière dans l'épisode 45 de la série Go. Mais ça ne s'arrête pas là. Mekamark, dont on a parlé au tout début de cet iceberg, se veut lui aussi être initialement un personnage inventé, qui a ensuite été inclus dans l'histoire de Chronostone. Ou même Cadence dans Inazuma Eleven 2, c'est un personnage originalement fan-made. Mais c'est aussi le cas pour la série Ares, qui à travers un concours du Inazuma Walker, s'est vu avoir le droit à 2 personnages exclusifs fan-made pour le collège lambda, notamment Kia Tanner et Luke Blank. Maintenant, vous verrez d'une autre façon ces personnages nés à travers les fans. Voici Inazuma Eleven Future, un jeu jamais sorti, annoncé comme un titre mobile spatial se déroulant en 2140. Loin des terrains terrestres, les joueurs volaient grâce à des bots futuristes pratiquant un football dans des arènes flottantes. Canon Evans, petit-fils de Mark, se voyait alors avoir sa propre aventure, avec ses camarades, comme notamment ceux qu'on connaît, Kumano Benkei, un joueur qui semble défenseur, et Shiratori Shiryu. On voyait aussi l'apparition du professeur Killard qui reste plus connu. Il y a eu des images, un trailer, mais le projet n'a jamais avancé plus loin.
Level 5 l'a abandonné sans explication officielle, laissant ce concept dormir dans les arrière-bureaux, même s'il est très probable que le jeu se voulait trop ambitieux pour les téléphones de l'époque. Ce concept fut tout de même conservé pour le film, Inazuma Eleven tous unis contre l'équipe Ogre, et aussi le jeu Inazuma Eleven 3 les Ogres attaquent. Ça reste néanmoins une histoire cachée que malheureusement personne ne connaît. Voici un chapitre oublié de l'histoire d'Inazuma Eleven, un jeu qui n'a jamais existé. Inazuma Eleven Break. Annoncé pendant un Level 5 Vision, il devait être un remake révolutionnaire du premier jeu, enrichi de graphismes 3D et de scènes d'affrontements spectaculaires. Le projet débordait d'ambition, mais il était trop en avance sur son temps. Après le présenter, il a été annulé sans explication, mais il a servi de base à ce qui sera Inazuma Eleven Strikers sur lui. Aujourd'hui, il ne reste que quelques images, des scans, des concepts et des captures de gameplay. Aujourd'hui, on sait qu'un vrai remake verra le jour en 2026, Inazuma Eleven Re. On aurait tout de même voulu voir ce premier remake. Si je vous dis un personnage qui représente assez bien le troll, vous pensez sans doute à Willy, qui a notamment attaqué Cube Ultime dans Chronostone, mais connaissez-vous Gus Martin? Gus Martin est un défenseur de la Royal Academy, mais il est très connu de la communauté Inazuma japonaise. Durant un concours de popularité de personnages, il s'avère qu'il deviendra premier, plus haut que les personnages cultes comme Mark ou Excel. Ce résultat est rapidement devenu un mème dans la communauté. Par exemple, il a eu le droit à son apparition dans Inazuma Eleven Go, ou même dans Double Sinky en tant que Easter Egg. Ce personnage reste aujourd'hui globalement connu pour ça, et il est fort probable que certains ne le connaissent pas encore. Connaissez-vous Inazuma Eleven Dash ? Un jeu mobile sorti uniquement au Japon en décembre 2010, qui a fermé ses portes en 2014. Pas de console, pas de scénario, juste du football intense, des défis, des entraînements, et tout ça sur mobile. Développé par Level 5, le titre reprenait la jouabilité DS classique sur mobile. Disponible pour 2€, le jeu est resté actif pendant près de 4 ans. Un exploit pour l'époque. Pourtant, si tu cherches des vidéos aujourd'hui, tu n'en trouveras pas. Aucun contenu public, aucune archive. C'est comme s'il n'avait jamais existé. La seule chose qui nous reste de l'existence du jeu n'est aujourd'hui plus que de simples captures d'écran. Mais jusqu'alors, aucun APK, rien d'autre n'existe à été retrouvé. Le jeu semble être un souvenir lointain que personne n'a connu. À partir de Inazuma Eleven 2, les jeux comportaient un secret. Une partie supplémentaire présente dans les jeux qui poussait à fusionner les deux versions différentes commercialisées du jeu, pour y débloquer une équipe spéciale à battre. C'est comme ça par exemple dans Inazuma Eleven 2 que vous pouviez battre KO. Mais vous savez que certaines autres équipes secrètes existent. Dans les jeux Go, vous pouvez battre 2 équipes selon votre version. Dans Lumière, vous pouvez affronter les Griffes du Sud, une équipe liée à la chaleur qui se trouve au stade Sable, dès que vous avez fini le jeu. Dans la version Ombre, vous pourrez affronter les Crocs du Nord, une équipe qui, elle, apparaît au stade de glace dès que vous avez fini le jeu. Et si vous faites la lésion des 2 jeux, vous obtenez alors l'équipe Rage du Démon, une équipe exclusive qui possède même un nouveau joueur, Damien Blacklock, le capitaine de l'équipe. Cette équipe est très souvent oubliée, mais elle a un contenu exclusif oublié du jeu. Et si Inazuma Eleven possédait la plus grosse incohérence de l'histoire que personne ne semble avoir remarqué? Inazuma Eleven nous présente Mark Evans, le personnage principal de la série, mais aussi son grand-père, David Evans. Mais on apprend également par la suite que celui-ci est son grand-père maternel. Et alors, pourquoi Mark s'appelle Evans? Comme le mari de Sharon, la mère de Mark, Harry Evans, s'appelle Evans. Normalement, vous possédez soit le nom de votre père, soit un nom composé. Mais pourquoi le père de Mark s'appelle Evans? C'est sans doute la plus grosse incohérence de l'histoire. À moins que le don du nom de famille de la femme soit quelque chose de normal au Japon, eh bien je pense qu'il n'y a pas d'explication. C'est quelque chose de complètement oublié. Harry comme Mark ne sont pas censés s'appeler Evans. Il y en a plus de 4000, donc ça va être long. Même Ethan Suarez, bien sûr, on n'oubliera pas le GOAT. Et voilà. Quoi? Comment ça vous ne connaissez pas le GOAT Ethan Suarez? Il s'agit d'un joueur légendaire caché dans les jeux. Il serait l'un des meilleurs joueurs de la licence et possède notamment la technique Légende Suprême dans son moveset. Ah non, en fait, il existe juste pas. Ethan Suarez, de la même manière que Arion dans Inazuma Eleven 3, est un troll de la communauté francophone. Sauf que lui, on sait d'où il vient. De 2013 et ce jusqu'à 2014, Ethan Suarez était mentionné dans le wiki français, sous la technique de la Légende Suprême, avant d'être supprimé. Mais des gens ont cru à son existence, et comme Arion dans Inazuma Eleven 3,
ce fut un troll qui a bercé toute une génération. Dans l'univers d'Inazuma Eleven, il existe un aspect assez méconnu par le grand public, mais pourtant adoré par les fans japonais. Les caractères songs. Ces chansons sont interprétées non pas par des groupes extérieurs, mais par les seiyuu, soit les comédiens de doublage japonais des personnages. Que ce soit Mark, Axel, Jude, mais aussi Arion ou même Victor, ils ont tous prêté leur voix pour chanter, souvent dans des morceaux qui reflètent leur personnalité ou leur histoire. Ces chansons donnent une nouvelle dimension à chaque joueur, en les humanisant davantage. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est que certaines de ces caractères songs sont devenus les endings officiels de l'anime. On peut notamment citer Seisho no Den, l'ending de base de l'anime qui est japonais, et vraiment chanté par les managers. Et des endings comme ça, il y en a des tas. Si ça vous intéresse, la chaîne de Talisman propose énormément de ces chansons, qui plus est traduites en français. Si vous ne connaissez pas, foncez, vous verrez, ça vaut vraiment le détour. Les jeux possèdent bien des bugs, et commençons en parlant des plus connus. Le bug de la main céleste dans Inazuma Eleven Go. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un invocateur dans vos buts, par exemple moi c'est Victor, et c'est tout. Ce bug va littéralement vous permettre d'arrêter n'importe quel tir. Pour ce faire, vous devrez invoquer votre esprit guerrier. Une fois cela fait, attendez le moment où l'adversaire aura une occasion. Et alors, à ce moment-là, foncez au plus profond de vos filets. Et si la manipulation est correctement faite, au lieu de vous proposer soit de faire un arrêt ou une super technique, le jeu mettra simplement un OK en bas de votre écran. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et le jeu fera tout à votre place. Votre joueur réalisera alors une main céleste qui échouera, et contre toute attente, le ballon sera arrêté. Encore aujourd'hui, on ne sait pas comment ce bug a pu arriver, et ça reste notamment pratique quand vous êtes contre des équipes bien plus supérieures à vous. Une fois avec des amis, on a voulu faire une race Inazuma. Un concept simple. On était une bande de potes, on commençait Inazuma Eleven 3 tous en même temps, et le but c'était d'être celui qui était le plus loin dans l'histoire dans le temps imparti. Et si vous rajoutez avec ça des bonus et des malus, c'est vachement marrant. Sauf que voilà. À chaque fin de session, on devait screen là où on était dans notre jeu. Sauf que l'un de mes amis envoie ça. Alors pour le coup, sur le moment, on a bien rigolé, mais on n'a surtout pas compris. Il avait littéralement no clip sous le quartier anglais. Et il ne pouvait rien faire. Il était bloqué dans une surface totalement grise, et ça, c'est bien plus commun que ça sur Inazuma Eleven 3. Vous pouvez par exemple aller au-delà des limites du local du club si vous vous amusez à jouer avec les collisions avec ce pneu. Vous pouvez aussi faire de même devant l'enceinte du collège Raymond, ou même sur la route du stade du Chat Sauvage. Ce genre de bug de collision, il y en a des tonnes dans Inazuma Eleven 3. Il y en a sûrement encore plein d'autres que nous n'avons pas découverts. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, ce bug a mis fin à toute la progression de mon ami. Bloqué et condamné à rester ici, dans cette surface terne, sans porte de sortie, et c'est peut-être arrivé à bien des joueurs. Cette technique est sans doute l'une des techniques les plus oubliées de la série, et d'ailleurs, elle nous concerne plus particulièrement. Le tir tour Eiffel, enfin du moins Eiffel Drive dans son nom officiel, est une super technique qui était disponible dans la version DS de Inazuma Eleven 3, les ogres attaques. Elle reprenait beaucoup d'une super technique déjà existante, Tour de la Comète. Sauf que là, la tour Tsutsenkaku de Osaka est donc remplacée par la tour Eiffel. Malheureusement, légalement parlant, dans notre version à nous, Inazuma Eleven 3, cette super technique n'existe tout simplement pas. Elle semble avoir été supprimée pour des raisons de droit d'auteur, notamment vis-à-vis des lumières de celle-ci. C'est un peu stupide comme raison de droit d'auteur, quand même faut l'avouer. Mais voilà, maintenant vous connaîtrez une des super techniques cachées de l'équipe de France. Dans Inazuma Eleven Go Chronostone, il vous arrivera un moment de voyager à travers le temps, pour retourner à l'époque du Crétacé, pour réaliser un Miximax avec le dinosaure le plus puissant qui soit. Mais par conséquent, vous en rencontrerez aussi énormément, et vous pouvez même jouer des défis avec. De la même manière dans Chronostone, un nouvel élément fait son apparition, le néant. Contrairement aux 4 autres, qui formaient un cercle logique, celui-ci dépasse toute logique et se veut ne donner aucun avantage et aucun désavantage. C'est l'élément neutre par définition, mais aussi subtil que cet élément est, aucun personnage de la licence n'est de cet élément. Enfin, sauf un,
ce dinosaure. Étant donné que ce joueur n'est pas recrutable vu que c'est un dinosaure, il n'existe bel et bien aucun joueur avec cet élément. Mais ce dinosaure pourtant échappe à la règle. C'est le seul joueur avec cet élément. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nous supporters. Cet opening, vous le connaissez très bien. Mais est-ce que vous connaissez cela? Au tout début de cet iceberg, on avait parlé des différentes dubs, la japonaise et l'européenne. Mais la vérité, c'est qu'il en existe peut-être bien plus que deux. Par exemple, pour les pays arabes, la série a le droit à son opening bien à lui. Là-bas, Inazuma Eleven devient Football Heroes. De plus, l'intégralité des personnages ont été renommés. Alors pardonnez ma prononciation si jamais, mais par exemple Mark s'appelle Amir, Axel s'appelle Zane, et Shaun s'appelle Jihad, ou encore Arion qui s'appelle maintenant Bayan. Mais il existe aussi des doublages qui sont aujourd'hui des Lost Media. C'est le cas par exemple de la version albanaise, qui semblerait avoir été fait illégalement, donc sans autorisation de la part de Level 5, qui se voit aujourd'hui avoir beaucoup d'épisodes disparus. Ou même une version indonésienne complètement perdue. Mais il en existe encore une plus connue dont je vais vous parler. Super 11 est une adaptation espagnole et portugaise réalisée principalement pour l'Amérique latine, notamment les Brésiliens. Ils sont une assez grande communauté, mais ils ont gardé une version différente de Inazuma Eleven. Déjà, contrairement à nous, les personnages gardent leur nom japonais, à l'exception de Mark, qui passe de Endo Mamoru à Endo Satoru. La raison serait que Mamoru rappelle un mot à connotation particulière. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une version différente de Inazuma Eleven. D'ailleurs, fun fact, sachez que Super 11 Ares existe, là où Inazuma Eleven Ares n'a pas eu le droit à de localisation en Espagne. Dans Inazuma Eleven 1, il était initialement prévu qu'on puisse voir la maison des Raymond. Ça se prouve dans Inazuma Eleven 3 où on peut avoir un aperçu de leur maison, dans la collection d'images disponibles cachées en post-game. Cette maison montre assez bien la richesse de cette famille, et aurait sans doute pu davantage développer le personnage de Nelly. Cette idée n'a jamais vu le jour totalement, mais elle a déjà été pensée. Revenons-en aux bugs. Dans Inazuma Eleven Go, on connaissait déjà le fameux bug autour de la main céleste. Mais qu'en est-il dans Chronostone? Eh bien cette fois-ci, j'ai deux bugs à vous présenter. L'un provenant de la version japonaise, et l'autre possible dans notre version européenne. Commençons par le bug japonais. Si vous réalisez le mix-max parfait entre Nelly Raymond et Jade Green, puis que vous lui assignez l'esprit guerrier Eris en mode armure, alors le corps du personnage disparaît complètement. Un bug visuel assez dérangeant, mais il a été corrigé dans la version européenne. Et maintenant, place au bug lié aux dinosaures. Celui-là, vous pouvez le tester chez vous. Affrontez un groupe de dinosaures en défi, puis dirigez-vous vers un angle du terrain. Si vous vous mettez à taper frénétiquement à cet endroit, le mur invisible cède et votre personnage passe littéralement derrière le décor. Résultat, il se retrouve hors champ, comme s'il explorait les coulisses du match. Deux petits bugs fun, inoffensifs mais étonnants, à tester juste pour le plaisir du glitch. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Inazuma Eleven Go Galaxy possède lui aussi son lot de bugs. Le premier concerne les manuscrits des super techniques. Le principe est simple, vous devez posséder au moins un manuscrit, peu importe lequel. Ensuite, allez dans l'espace d'apprentissage des techniques, mettez la technique tout en haut de la liste, puis basculez rapidement vers le haut tout en appuyant sur A. Si l'enchaînement est bien réalisé, votre joueur apprendra la technique située juste au-dessus, sans même posséder son manuscrit. Résultat, vous pouvez apprendre toutes les meilleures techniques du jeu à l'infini, sans rien dépenser. Il suffit simplement de classer les techniques selon leur élément. Mais attention,
Ce bug a été corrigé via une mise à jour sur 3DS. Il ne fonctionne donc que sur les versions non mises à jour ou émulateurs. Le deuxième bug concerne l'esprit guerrier Arthur, issu de la fusion entre Astral et Fléau Obscur. Quand vous tentez d'utiliser la technique lame mythique, le jeu indique qu'elle coûte 0 PG. Mais une fois déclenchée, elle consomme en réalité tous vos points de jeu, vous laissant complètement à sec. Un bug sournois mais bien réel, alors faites attention si vous jouez Arthur en match. Pour ceux qui pensent connaître l'intégralité des jeux Inazuma Eleven, car ils connaissaient ceux présentés précédemment, voilà pour vous. En 2012, Level 5 a publié un jeu mobile exclu au Japon, Inazuma Eleven Atsumeyose. Atsumeyose qui veut littéralement dire collectez-les en japonais. C'était un jeu donc exclusif au Japon, vous vous en doutez. Ce n'était pas un RPG, mais un jeu de collection de cartes, où tu pouvais obtenir des versions de Mark, Orion, Victor, et même des persos issus de crossover ou spin-off, tout ça en ligne. Le jeu a fermé peu après, vers 2013-2014, sans jamais avoir de port ou traduction. Aujourd'hui, il est totalement inaccessible et ses serveurs sont éteints. Et aucun gameplay n'est vraiment trouvable à son sujet. En plus de ne plus exister, il donne l'impression de n'avoir jamais existé, justement. Et aujourd'hui, seul son trailer est la preuve de son existence. Et vous savez maintenant que Inazuma était à la base un jeu vidéo, adapté en manga, jeu de cartes, anime et autres produits dérivés. Mais est-ce que parmi ces produits dérivés, vous savez qu'il existe des pièces de théâtre ? Sur Dailymotion et YouTube, vous pourrez facilement trouver une de ces pièces de théâtre, qui vous donnera encore une fois une toute nouvelle vision de la licence. Qui plus est, d'autres pièces de théâtre, comme notamment une sur la série Ares, étaient prévues. Mais je n'ai pas réussi à trouver de vidéo à son sujet. Quoi qu'il en soit, il s'agit sûrement de quelque chose d'exclusif au Japon, mais de vraiment intéressant. Voici une théorie assez populaire dans la communauté hispanophone, autour d'Inazuma Eleven, notamment en Espagne. Elle repose à la base sur un détail de doublage. Dans la version espagnole, Gabriel Ortiz double à la fois Steve Grimm et Paolo Bianchi, le capitaine charismatique de l'équipe d'Orphée. Mais ce n'est pas tout. Ces deux personnages partagent aussi une certaine ressemblance physique, et leur design pourrait presque évoquer un avant-après. Steve, qui est un personnage secondaire assez effacé, disparaît presque totalement à partir de la saison 2, sans véritable arc narratif. Paolo, lui, débarque en tant que capitaine italien dans la saison 3, avec un rôle bien plus développé. À partir de là, une partie de fans a lancé une interprétation fantaisiste. Et si Steve avait des origines italiennes, et qu'il avait tout simplement changé d'identité, pour revenir plus tard sous le nom de Paolo Bianchi. Bien sûr, aucune preuve ne vient appuyer cette théorie, qui tient plus du clin d'œil vocal que du véritable indice scénaristique. Mais elle continue de circuler comme une curiosité amusante et illustre bien à quel point les fans peuvent s'attacher aux moindres détails pour inventer leur propre vérité. Est-ce que vous connaissez ces vidéos ? Personnellement, ce sont des vidéos qui ont bercé mon enfance. Ces vidéos commencent sérieusement à dater, mais elles sont aujourd'hui des perles rares mythiques. Toutes avec des nombres de vues quand même surprenants. Ces vidéos mettent à la fois en appui la cote de popularité de Inazuma Eleven de l'époque, et aussi la volonté des gens à vouloir reproduire ces super techniques. Inazuma Eleven a bel et bien bercé toute une génération, et ces vidéos le prouvent très clairement. Est-ce que vous connaissez Shaolin Soccer ? C'est un film hongkongais culte réalisé et interprété par Stephen Chow, sorti en 2001.
C'est une comédie d'action et de sport connue pour son mélange explosif de kung-fu et de football, dans un style exagéré, assumé et totalement délirant. On y suit l'histoire de Sing, un ancien moine Shaolin qui cherche à faire revivre l'esprit des arts martiaux traditionnels dans la société moderne. Pour ça, il forme une équipe de football avec ses anciens frères du temple Shaolin, chacun possédant des pouvoirs spectaculaires inspirés du kung-fu. Ensemble, ils participent à un tournoi et affrontent une équipe dopée au possible, la fameuse Team Evil. Mais vous allez me dire, c'est cool ton histoire, mais c'est quoi le rapport avec Inazuma Eleven? Le rapport, c'est ça. Ces vidéos extrêmement virales à l'époque portent tout le nom Inazuma Eleven de leur titre, mais montrent en réalité des séquences de Shaolin Soccer. Et si comme moi plus jeune vous vous étiez perdu sur YouTube à taper technique Inazuma Eleven dans la vraie vie, il y a de fortes chances que vous soyez tombé dessus, et que ce film vous ait marqué ta vie. Alors si vous l'avez jamais vu, foncez, c'est un mélange d'Inazuma Eleven et un peu de Dragon Ball, le tout dans un seul film. Je suis sûr que vous allez adorer. Parmi toutes les équipes internationales de Inazuma Eleven 3, Broken Bog, représentant l'Allemagne, est probablement l'une des plus mystérieuses. Contrairement à des équipes comme Orphée ou les Rois du football, on ne les voit quasiment jamais en action, exactement comme la France. Si ce n'est brièvement lors de la cérémonie d'ouverture dans l'épisode 88 de l'anime. Mais ce qui frappe vraiment les fans attentifs, c'est le design et les choix esthétiques autour de cette équipe. Leur uniforme, par exemple, a un style très militaire, presque austère. Certains de leurs techniques, comme boulet de canon, coup d'assaut ou encore frappe d'assaut, renforcent cette impression d'une équipe très armée, très militaire. Encore plus troublant, leur gardien porte un masque à gaz, un choix visuel fort qui invoque inconsciemment des idées sombres du XXe siècle, notamment les guerres mondiales. Et pour enfoncer le clou, le nom de leur formation spéciale dans la version japonaise est Bulitsu, ce qui rappelle fortement le mot Blitz, un terme allemand signifiant éclair, mais aussi tristement célèbre pour désigner la campagne de bombardement aérien menée par l'Allemagne nazie contre le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a mené à des tas de morts et des blessés. Alors bien sûr, on peut supposer que le mot Blitz est simplement utilisé ici dans son sens de rapidité ou de puissance, ou juste à sa signification avec éclair en rapport avec Inazuma Eleven, mais mis bout à bout, tous ces éléments donnent à Broken Bog une aura volontairement froide, mécanique et inquiétante, très différente des autres équipes. Est-ce un simple parti pris de design, une maladresse, ou une vision très caricaturale du pays? Difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que l'équipe d'Allemagne de Inazuma Eleven ne passe pas inaperçue, et soulève des questions sur la manière dont certains pays sont représentés dans le jeu. Avez-vous déjà entendu parler des antilopes? Probablement pas, et c'est normal. Il s'agit de l'équipe nationale d'Afrique du Sud dans Inazuma Eleven 3, et leur apparition est quasi inexistante. On ne les voit jamais dans le football frontière international, ni dans les matchs principaux de l'anime. Pourtant, ils existent bien. Leur seule trace visuelle se trouve dans une cinématique extrêmement brève où on les aperçoit face à l'équipe de Kostai, l'équipe du pays fictif d'Hector Helio, durant les phases de qualification africaine. Un passage si court que la majorité des joueurs l'a probablement oublié. Pourtant, dans le jeu, les antilopes sont bel et bien jouables. Mieux encore, 3 de leurs joueurs possèdent une super technique combinée. Une frappe spéciale secrète qui est contrée par Hector Helio lui-même. Malheureusement, cette technique, comme l'équipe elle-même, reste totalement dans l'ombre du scénario principal. Les antilopes sont donc un exemple typique de ces équipes oubliées, présentes mais jamais développées. Une vraie équipe fantôme perdue dans les confins du lore d'Inazuma Eleven 3. Jim et Talisman sont deux personnages particulièrement énigmatiques de la licence Inazuma Eleven. Tous deux cultivent une aura de mystère et d'étrangeté, presque surnaturelle, flirtant avec les codes de l'horreur légère que l'on retrouve parfois dans la série. Mais ce qui les relie surtout, c'est un détail précis. On ne voit jamais leurs yeux. Jim, le défenseur fantomatique de Raymond, garde en permanence ses yeux dissimulés sous sa frange. Cela participe pleinement à son identité visuelle, discret, effacé, presque invisible. Talisman, lui, arbore un bandeau orné d'un œil stylisé qui rappelle l'œil d'Horus. Encore plus étrange, ses yeux sont totalement absents en jeu, jamais montrés à l'écran. Et pourtant, grâce à l'extraction des fichiers internes des jeux de la série, on peut enfin découvrir ce qui a toujours été caché. Dans les premières versions du jeu, soit Inazuma Eleven 1, Jim possède bel et bien des yeux. Ils sont extrêmement simplistes, presque génériques. Toutefois, ce détail sera corrigé dans Inazuma Eleven 3, où il est remplacé par de simples ombres noires, accentuant davantage son aspect inquiétant. Talisman, quant à lui, a des yeux rougeâtres, assez proches visuellement de celui représenté sur son bandeau. Leur design donne réellement du caractère à son visage, et montre qu'il ne s'agissait pas d'un simple artifice esthétique. Ce genre de révélation issue de données cachées du jeu fait partie des éléments les plus fascinants à creuser. Ce sont des détails invisibles à l'œil nu, mais bel et bien présents dans l'univers.
Eh bien, j'aurais jamais pensé parler de la guerre froide un jour sur cette chaîne. La guerre froide, pour les 2-3 du fond qui n'ont pas écouté en cours d'histoire, c'est un conflit idéologique entre deux superpuissances, apparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, le bloc de l'Ouest, mené par les États-Unis, qui prônait le capitalisme, la liberté de marché et les droits individuels. De l'autre, le bloc de l'Est, dominé par l'URSS, qui imposait un régime communiste, où l'État contrôlait tout, presse, économie et même liberté. Les deux puissances ne se sont jamais affrontées directement, mais ont mené une guerre par procuration. Espionnage, propagande, répression et manipulation d'autres pays. Maintenant, si je vous dis que le scénario de Inazuma Eleven Go s'inspire fortement de tout ça, est-ce que vous me croyez? L'histoire met en scène un antagoniste central, le 5e secteur. Leur but? Contrôler le football à travers l'article 5 des jeunes footballeurs, imposer les scores à l'avance et empêcher les victoires méritées. Les équipes n'ont plus la liberté de gagner, tout est décidé par une autorité centrale, comme dans un régime totalitaire. Leur argument? L'égalité des chances, en supprimant les écarts de niveau entre équipes. Mais cette égalité se fait au détriment de la liberté, de la passion et du mérite. Et en face, la rébellion de Raymond, menée par Arion Sherwind. Ils refusent ce système corrompu. Ils veulent jouer librement, gagner à la sueur de leur front, sans que tout soit décidé à l'avance. Une allégorie du libéralisme et du capitalisme méritocratique. Leur combat, c'est celui de la liberté contre le contrôle, du rêve contre la règle, du choix contre l'imposition. Et c'est pour ça que Inazuma Eleven Go est peut-être l'un des scénarios les plus puissants de toute la série. Parce qu'il s'inspire discrètement de l'un des conflits majeurs de notre monde, pour parler de football et de liberté. Bon, puisqu'on a déjà établi un parallèle entre Inazuma Eleven Go et la guerre froide, allons encore plus loin, avec une théorie beaucoup plus sombre. Et si Chronostone s'inspirait indirectement des conséquences idéologiques de la Seconde Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale, on le sait, a été le conflit le plus meurtrier de l'histoire moderne. Mais au-delà des batailles, ce sont surtout les idéologies extrémistes, comme le nazisme, qui l'ont façonné. Le nazisme prenait une vision du monde hiérarchisé, avec l'idée d'une race supérieure, les Aryens, et a justifié l'antisémitisme, la persécution et le génocide, à travers des actes comme la Shoah. Dans Chronostone, on découvre que le monde est sous la menace de la génération de la seconde phase, une génération d'enfants en capacité surhumaine, née grâce à une évolution accélérée. Eldorado, l'organisation antagoniste, considère que ces enfants sont responsables d'un futur apocalyptique, des guerres, des tensions internationales, et que le football est la cause de cette dégénérescence. Du coup, Eldorado décide de supprimer totalement le football de l'histoire, en remontant dans le passé pour modifier le cours du temps. C'est là que la théorie prend forme. Les enfants de la seconde phase, présentés comme une nouvelle espèce supérieure, peuvent être comparés d'un point de vue idéologique à la vision déformée de la race supérieure aryenne, promue par les nazis. Ils ne sont pas nazis bien sûr, mais l'idée d'un groupe d'individus dominants biologiquement et intellectuellement pose une question morale sur leur existence et leur place dans le monde. Eldorado, en supprimant le football à travers l'histoire, commet ce qu'on pourrait appeler un génocide spatio-temporel. Des gens ne naissent pas, des rencontres n'ont jamais lieu, des souvenirs, des identités disparaissent. Qui plus est, cela impacte directement nos protagonistes. On peut notamment voir que Siméon est similaire à Arion, et a sûrement des liens de parenté avec. Mais c'est aussi le cas de Zeto, qui ressemble beaucoup à Axel. En effaçant le football, il modifie l'évolution sociale et humaine du monde. C'est une forme d'eugénisme historique, proche dans l'intention, mais pas dans la méthode de ce que les nazis ont tenté de faire avec la suppression de cultures entières. Enfin, l'idée d'un monde parfait sans football, que souhaite créer Eldorado, rappelle la volonté des régimes totalitaires d'imposer une vision unique de la société, où tout est contrôlé, aseptisé et sans liberté individuelle. Évidemment, cette théorie est beaucoup plus tirée par les cheveux que celle sur la guerre froide, et il est hautement improbable que les créateurs aient consciemment pensé à ça. Mais il est fascinant de voir comment des mécaniques narratives peuvent faire écho, même involontairement, à des traumatismes historiques majeurs, en particulier lorsqu'elles touchent à des thèmes comme l'évolution forcée, le contrôle de l'histoire, ou la suppression d'une culture, ici le football. En bref, Chronostone, derrière ses airs de voyage dans le temps, cache peut-être un sous-texte beaucoup plus sombre, voire inquiétant, sur les dérives du pouvoir et des idéologies extrêmes. Vous savez qu'Inazuma Eleven a eu le droit à plusieurs références dans d'autres animés. Par exemple, dans Shu Bakuretsu et Jigen Menko Battle JK, Jigen Shooter Tsukasa, ça fait long comme nom, on peut y apercevoir Mark Evans, ainsi que sa célèbre technique de la main céleste. Dans l'anime Maria Holy Live,
Arion Sherwin et Jude Sharp apparaissent en caméo, notamment en train d'utiliser la technique du manchot en poire numéro 2. On retrouve évidemment aussi une référence de Yokai Watch, une autre licence de Level 5, où Nathan porte le maillot de Raymond et exécute une tornade de feu. Un clin d'œil direct à Axel Blaze. Il y a aussi une scène culte dans l'épisode 6 de Outbreak Company, où Inazuma Eleven est mentionné comme un anime culte. Des elfes et des nains, ils apprennent littéralement le football grâce à la série, pour établir la paix entre les peuples. Même dans la série Kiss Him Not Me, notamment dans l'épisode 2, il y a une petite référence à la série. Et plus récemment encore, Axel Blaze est apparu dans une vidéo promotionnelle de Nike, aux côtés de véritables légendes du football, preuve que même des années après sa sortie, l'influence d'Inazuma Eleven reste bien vivante. Vous connaissez Danganronpa ? C'est une franchise japonaise mêlant jeux vidéo, anime, manga et roman, centrée sur des mystères meurtriers, une psychologie tordue et un univers hautement stylisé. C'est une œuvre devenue culte grâce à son ambiance unique, ses rebondissements choquants et ses personnages marquants. L'histoire suit des lycéens appelés ultimes, chacun doté d'un talent exceptionnel, enfermés dans un lieu clos. Leur seule issue, commettre un meurtre, sans se faire démasquer. À chaque crime, un procès de classe est organisé, les survivants doivent enquêter et débattre pour identifier le coupable. Si le meurtrier est trouvé, il est exécuté de manière théâtrale, sinon le tueur survit et tous les autres meurent. Mais savez-vous que Danganronpa fait une référence directe à Inazuma Eleven ? Dans le jeu Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girl, on peut voir Monokuma effectuer la main céleste, célèbre technique de Mark Evans, de Inazuma Eleven, pour arrêter un ballon de foot dans une cinématique bonus. Une référence évidente, vraiment sympa. Est-ce que vous saviez que vous pouviez totalement ruiner votre jeu Inazuma Eleven 1 si vous décidez de supprimer Jude de votre équipe ? Pour faire ce bug, vous aurez besoin soit de la version japonaise du jeu, soit de la version européenne sortie sur 3DS ou sur Nintendo eShop. Si vous possédez le jeu traditionnel sur DS, ce bug ne fonctionnera pas. La particularité de ces versions du jeu, c'est que la notion de personnage clé n'existe pas. C'est-à-dire que vous pouvez supprimer de votre équipe des joueurs non recrutables prédéfinis dans le jeu de base, comme Kevin par exemple, et c'est notamment le cas pour Jude. Comme vous le savez, Jude rejoint notre équipe à partir du chapitre 8, pour se venger du collège Zeus. Mais si vous décidez de le retirer de votre équipe dès que vous l'avez obtenu, eh bien, vous cassez votre jeu. Jude fait partie du scénario, donc s'il n'est plus dans votre équipe, cela pose des problèmes, comme l'impossibilité d'activer certains dialogues ou encore de réaliser l'éclair pulvérisant, avec uniquement Axel et Mark. Quoi qu'il en soit, une fois Jude supprimé de votre équipe, vous n'avez plus qu'à recommencer une nouvelle sauvegarde, ou à redémarrer votre jeu si vous n'avez pas sauvegardé après l'avoir retiré. Parce que l'existence de Jude est primordiale pour finir le chapitre 8. Sans lui, vous ne pouvez plus rien faire. Inazuma Eleven est une licence très populaire au Japon. Et comme beaucoup d'animés à succès, elle a eu droit à une collaboration plutôt inattendue. À l'occasion de la sortie de Momoche et Méchant, des mini-scènes promotionnelles ont été diffusées, mettant en scène les mignons dans l'univers d'Inazuma Eleven. On pouvait les voir interagir avec les personnages de la série, souvent dans des séquences humoristiques. Il y a même une apparition de Victor, l'antagoniste du film, dans certaines versions. Ce crossover a servi à promouvoir le film sur les chaînes japonaises, et reste un clin d'œil, assez surprenant qui montre à quel point la série était ancrée dans la pop culture locale. Voilà qui met fin à la partie de l'obscurité de l'océan. Mais ce n'est pas le plus profond qu'on peut atteindre. On peut encore aller plus loin. Mais cette fois, ça signifie la noyade assurée. Inazuma Eleven apporte bel et bien des thèmes plus sombres qu'il n'y paraît. Le racisme en fait partie. On peut déjà reparler, comme mentionné plus tôt, des stéréotypes hardcore qui entourent l'équipe d'Allemagne. Ou encore les dialogues très problématiques de Thiago Torres, qui est représenté avec un accent fortement exagéré. Ou encore, pour la blague, les dialogues de Xavier Foster. Mais ce n'est pas tout. Au tout début de cet iceberg, on a parlé du Grand Celesta Galaxy, le tournoi principal de Go Galaxy qui confronte les équipes à la survie de leur planète. Mais si comme moi vous êtes curieux et que vous vous amusez à parler au PNG du jeu, croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On peut y croiser des répliques choquantes, comme ce personnage qui vous dira « Vous êtes les terriens, n'est-ce pas ? Je vous ai reconnu avec vos sales tronches. » Ou encore
Ma maman m'a dit de ne pas vous parler. Au revoir. Dans ce contexte, le racisme interplanétaire est clairement justifié narrativement. Toute population étrangère est perçue comme une menace. Mais cela reste très cru pour un jeu destiné aux plus jeunes. Alors si un jour vous rejoignez Inazuma Eleven Go Galaxy, prêtez attention au dialogue. Vous verrez, vous êtes très loin d'être les bienvenus. Sugaya Risako est l'une des membres de Berries, le groupe féminin des premiers endings de Inazuma Eleven. Sauf que malheureusement, la vie d'idole japonaise cache une face sombre. C'est notamment comme cela que vous pourrez trouver des photos compromettantes de Sugaya Risako, à l'âge de 12 ans en bikini à travers un album commercialisé. Pour des raisons évidentes, je ne montrerai aucune photo, mais cela montre une vision bien plus néfaste de la société japonaise. Inazuma Eleven Bakugai Denshu est un manga spin-off en 2 volumes, très peu connu, dessiné et scénarisé par Tetsuhiro Koshita, contrairement au manga de base dessiné par Tenya Yabuno, et localisé dans les autres pays. Il a été publié également dans le Kurokuro Magazine. Bakugai Denshu propose des histoires annexes à la série principale. Le premier tome explore des entraînements inédits et techniques spéciales des membres originaux de Raymond, jamais vus dans l'anime ou les jeux. Par exemple, on peut voir comment Axel aurait créé sa tempête de feu, avec des nouveaux personnages qui apparaissent. Le second tome, lui, est basé un peu à la Inazuma Eleven Strikers, et raconte des matchs entre équipes emblématiques comme si c'était une vraie suite scénarisée du jeu. Mais il existe aussi une suite pour la série Go. Non essentielle à l'intrigue principale, mais riche en contenu inédit pour les fans hardcore. Techniques oubliées, détails sur le fonctionnement des équipes, et scènes de vie rarement développées ailleurs. Une vraie perle cachée, quasiment inconnue du public occidental. Si ça vous intéresse, une version traduite en anglais est disponible. Pour cette partie, ça va être beaucoup de redites de tout ce qu'on a exploré précédemment. Savez-vous ce que c'est qu'un Lost Media ? Lost Media peut littéralement se traduire par média perdu, c'est-à-dire un média dont on peut partiellement prouver l'existence, mais qui n'est ni prouvable ni exploitable aujourd'hui. Ce genre de choses fait partie des bizarreries d'internet, et il en existe même un wiki entier, The Lost Media Wiki, si jamais vous essayez un jour de retrouver quelque chose de totalement disparu. Et Inazuma Eleven en possède plein, que ce soit par exemple les jeux Inazuma Eleven RS, Inazuma Eleven Break, Dash ou même Online, tous ces jeux dont on a parlé précédemment ont réellement existé, ont été annoncés, ont même parfois été jouables. Mais aujourd'hui, personne ne peut y jouer. Level 5 a peut-être encore des archives internes, des gens ont encore peut-être un point APK de Inazuma Eleven Dash sur leur vieux téléphone, mais aucun d'eux ne s'est manifesté. Et pour l'instant, ces jeux sont considérés comme perdus. Mais ce n'est pas que dans le jeu vidéo que ça arrive, c'est aussi le cas dans le doublage. Par exemple, nous les Français, avec Inazuma Eleven Go Galaxy. Il existait bien une version française, mais avec une qualité audio affreuse, surtout dans les derniers épisodes quasiment inaudibles, avant que Pluto TV n'ajoute enfin la série sur sa plateforme. Et ça ne s'arrête pas là, il y a aussi des tas de doublages perdus, comme la version albanaise dont on a parlé dans la partie sur les localisations méconnues. Des médias disparus dans la communauté, il y en a partout. Et peut-être qu'un jour, certains d'entre eux referont surface, mettant fin au mystère autour de ces fragments oubliés de l'histoire d'Inazuma. Inazuma Eleven a réussi à s'inviter plusieurs fois dans le vrai monde du football. Par exemple, dans une vidéo publiée par l'équipe de France, beaucoup ont réagi en voyant Antoine Griezmann regarder Inazuma Eleven. Ce détail a beaucoup plu aux fans, même si c'est pas forcément le plus lié au football réel. Il y a même mon ami Nopécite, qui est belge, qui m'a raconté cette histoire. En 2018, pendant la période de gloire d'Inazuma Eleven RS Orion, Level 5 a sponsorisé un club belge, le K-Saint-Tron. On pouvait donc voir le logo d'Inazuma Eleven RS sur le maillot de l'équipe. Et ce logo apparaît aussi dans le jeu FIFA 19. Mais ce n'est pas tout. En 2010, lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, le Japon a participé à la compétition. Mais savez-vous que le maillot de l'équipe japonaise provenait d'une collaboration entre Adidas et Inazuma Eleven ? Ce n'est pas une blague. Le maillot s'inspire clairement de celui d'Inazuma Japon, même s'il est différent. Ces détails sont passés assez inaperçus, mais ils sont vraiment intéressants. Tout à l'heure, on évoquait pas mal de bugs présents dans les jeux Inazuma Eleven. Mais s'il y a bien un jeu qui regorge de contenu caché et non utilisé, c'est Inazuma Eleven 2. Une véritable mine d'or de secrets et d'éléments inaccessibles normalement. Déjà, le jeu contient plusieurs terrains de football complètement inédits, basés sur des modèles 3D jamais utilisés dans la version finale. Par exemple, on peut jouer dans la crêperie de la mer de Sous, sur le pic du Nord, une zone de Hokkaido.
une version incomplète de Fukuoka, ou encore le cloître sacré alternatif. Tous ces lieux existent dans les fichiers du jeu, mais ne sont accessibles que par le biais de modifications. D'ailleurs, parlons du mode debug. Ce mode est normalement réservé aux développeurs pour tester le jeu, mais il reste activable assez facilement. Grâce à lui, on peut rencontrer des animaux permettant de faire passer notre équipe au niveau 45 d'un coup, discuter avec des PNG spéciaux pour déclencher des matchs, ou même changer le nom de notre équipe à volonté. Le jeu cache aussi une scène censurée dans la version européenne. Lors de sa capture, le Premier ministre Vanguard se fait frapper, mais cette action a été complètement supprimée dans notre version. Et ce n'est pas tout. Inazuma Eleven 2 contient aussi de nombreux objets non utilisés, issus pour la plupart du premier jeu. Et ce qui est sans doute le plus fou, ce sont les lieux totalement inédits découverts dans les données du jeu. Par exemple, une version antérieure de la ville de Nara, au design complètement différent. Une zone mystérieuse de la Luce Academy, introuvable en jeu. Et surtout, le siège social du Premier ministre, un lieu immense et modélisé dans le jeu, mais impossible à visiter dans la version finale. Tout ce que Inazuma Eleven 2 cache est franchement fascinant, et ce genre de contenu inexploité fascine encore les fans d'aujourd'hui. La licence Inazuma Eleven regorge de personnages, tellement en fait que certains restent entièrement dans l'ombre, oubliés de tous, même à l'écran. C'est notamment le cas de nombreuses équipes du tout premier Football Frontier. Parmi ces équipes totalement inconnues du grand public, on retrouve des noms comme le Collège Historique, Bounty, Rampage, Beacon, Brainwashing, Shun, Monument, Empress ou encore Polaris. Attendez, Polaris. Comme dans Inazuma Eleven Ares? Eh bien non, car même si le nom est similaire, ce n'est pas la même équipe. Dans Ares, Polaris est appelé Seishu Gakuen en japonais, alors que l'équipe mentionnée dans Inazuma Eleven s'appelle en réalité Okutose Gakuen. Bref, toutes ces équipes ne sont visibles que sur le tableau du tournoi et n'apparaissent jamais sur le terrain ni dans l'animé. Et attention, ça ce n'est que la phase des qualifications. Dans le tournoi principal du Football Frontier, il y a encore plus d'équipes qu'on ne voit pratiquement jamais, comme le Collège Caribbean, renommé Mangrove dans le jeu, qui se fait littéralement pulvériser par Zeus dans l'épisode 18 de l'animé, le Collège Nephilim, Global, Célestial, Alps, et non, ce n'est pas Alpin, Decorum, Metatech, Beta Academy et Alid. Ouais, ça fait beaucoup de collèges jamais développés. Mais il y a eu une petite exception. Dans le jeu Inazuma Eleven Everyday, 2 de ces collèges oubliés ont enfin été mis en lumière. Le collège Empress, avec 2 personnages visibles. Debido, le capitaine au style efféminé, et son coéquipier Lucci, au look similaire. Le collège Shun, avec également 2 joueurs présentés, Otofune, le capitaine, et un autre joueur du nom de Kamenaga. Mais je vous ai menti, il existe encore d'autres équipes oubliées. Dans l'épisode 11 de Inazuma Eleven Ares, vous avez peut-être loupé cet extrait. Le match programmé aujourd'hui entre l'école Polaris et le collège Midorigaoka, comptant pour les qualifications au Football Frontier, est annulé suite au forfait du collège Midorigaoka. Midorigaoka, une équipe tellement oubliée que même la version française de l'anime n'a pas donné de traduction à son nom. Nous avons quelques visuels de cette équipe car elle devait bel et bien être dans le jeu Inazuma Eleven Ares, qui a par conséquent été annulé. Mais nous avons aussi l'équipe Kamase, présente dans un manga exclusif au Japon, le manga Penguin no Tsugumono. Il y a aussi l'équipe Black Flower qui apparaît dans le manga dans le tome 5 contre le collège alpin durant un chapitre. Mais il existe aussi des joueurs existants mais complètement inconnus, comme Kyono Kuta, un personnage exclusif au manga Ares qui est rien d'autre que le gardien remplaçant du Raymond de Lointe. Shishitani Yosuke, un joueur caché de l'école Polaris qui n'est jamais apparu, qui devait également être présent dans le jeu. Shina Issei, pour la même raison, mais du côté du collège Selen. Ainsi que Natsuno Hinata, exclusif également au manga Ares, qui est un joueur faisant partie du programme Ares. Honnêtement, c'est une partie ultra négligée mais vraiment fascinante de la licence. Et personnellement, ça a vraiment piqué ma curiosité. On espère qu'un jour, peut-être dans Victory Road, certains de ces collèges cachés et joueurs seront enfin développés et auront droit à un peu de reconnaissance. A l'occasion des 15 ans de Level 5, le studio a organisé un grand concours de popularité, réunissant tous les personnages issus de leur licence. Pour vous donner une idée, Level 5 c'est Yokai Watch, Professeur Layton, Ni no Kuni, Fantasy Life,
Autant dire qu'avec un éventail aussi large, voire ne serait-ce qu'un seul personnage d'Inazuma Eleven dans le classement final, aurait déjà révélé de l'exploit. Et pourtant, le résultat était totalement inattendu. Dans le top 10, ce ne sont pas 1, mais 8 personnages d'Inazuma Eleven qui sont ici à la première place. On y retrouve notamment Zanark, Victor ou encore Goldie. Et le plus absurde dans tout ça, le premier personnage du classement n'est même pas un personnage, c'est un avion. Oui, un avion. Issu du jeu Aéroporteur, un petit jeu 3DS signé Level 5. Et pour couronner le tout, son passager figure à la 9ème place du classement. C'est totalement lunaire, mais ça reflète bien l'esprit de troll et de dérision de la communauté de fans de Level 5. Un concours qui, à défaut d'avoir du sens, nous aura bien fait rigoler. Plus tôt dans cet iceberg, on avait parlé de l'affaire juridique de Inazuma Eleven Go Galaxy, et des raisons qui ont amené au fait qu'il n'était jamais apparu par chez nous. Mais vous saviez que l'entreprise Sega, soit le papa de Sonic entre autres, a failli mettre fin à toute la licence? En décembre 2012, Sega a intenté une action en justice contre Level 5, alléguant que les jeux de la série Inazuma Eleven violaient 2 de ses brevets relatifs à une mécanique de jeu permettant de déplacer des joueurs via écran tactile, sur console. Le montant réclamé par Sega était d'environ 900 millions de yens, soit environ 9 400 000 €, et demandait l'arrêt de la vente des 8 jeux sortis de la licence. De son côté, Level 5 a répliqué que leur jeu ne violait pas les brevets de Sega. Ils ont notamment avancé que le premier jeu Inazuma Eleven est sorti en août 2008, soit avant que les brevets de Sega ne soient octroyés, soit en 2009 et 2011, ce qui selon eux invaliderait la revendication d'infraction. Il est plus qu'évident que Sega a voulu s'enrichir sur la poule aux œufs d'or du moment, sans réussite. Qui plus est, Level 5 a mis en avant la dangerosité de ces accusations, en mettant en avant le fait que Sega avait donc totale opposition pour tout jeu avec gameplay tactile, et s'approprier cette fonctionnalité. On ne sait pas comment cette affaire s'est réellement finie, mais en tout cas, Sega n'a sûrement pas eu son dû, et fort heureusement, les jeux Inazuma Eleven sont encore disponibles au commerce. Salut les mecs. Ouais, après 2h30, je pense que la facecam est bien arrivée. On va conclure cette vidéo. Déjà, si vous êtes resté ici, j'aimerais sincèrement vous remercier. Parce que ça paraît pas, mais c'est quand même une vidéo extrêmement longue. Et si vous êtes resté jusque là, ça veut quand même dire qu'elle vous a plu. Et je suis vraiment content d'avoir pu peut-être vous apprendre des choses sur la licence. Et peut-être servir un petit peu de programme avant la sortie de VR, ou même après, hein. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. L'iceberg, il faut savoir que c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps, en dehors des recherches. Cette vidéo était déjà prévue pour sortir en août. Malheureusement, pour plein de raisons d'écriture, je n'ai malheureusement pas pu. Mais aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir vous présenter ce projet. Et j'espère sincèrement que ça vous aura appris des choses, ou au moins vous aura fait plonger dans la licence juste avant VR. Voilà. Faut aussi se dire qu'il y a une nouvelle génération qui va vivre tout ça. Et ça, c'est fou. Moi, ce que j'ai envie de donner à travers cette conclusion un petit peu fait à l'arrache, c'est que oui, c'est une licence qui nous a bercé tous, qui m'a bercé personnellement. J'estime que sans Inazuma Eleven, je n'aurais pas fait des rencontres que j'ai fait, et je ne serais sûrement pas la personne que je suis devant vous. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a un merci un peu Level 5, merci Inazuma Eleven d'exister. Parce que voilà, finalement, ça nous a tous un peu forgé. J'ai pas d'autre chose de plus à dire. Simplement, je vous remercie encore une fois sincèrement d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Ryan. Allez, bye.